moi, j'ai gagné jusqu'à 7 ou 800 000 euros par an. Ah oui, d'accord. Donc c'est énorme. Est-ce que tu peux être un beau-père un peu dur par rapport aux garçons qui vont ramener? C'était l'époque où elle a commencé à fréquenter les garçons. Elle avait cassé les pieds à mon épouse pour faire venir son copain. Je lui ai dit bonjour et je lui ai dit au revoir. Elles ont voulu qu'il vienne, il est venu. Voilà. Mais il n'est pas revenu. Et c'est vrai que j'ai aucun souvenir, mais quand je dis aucun, c'est aucun souvenir d'une seule seconde d'un match de rugby que j'ai joué. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invité, c'est Sébastien Chabal, qui a été rugbyman pendant des années, qui va nous raconter comment il a créé son personnage, comment il a su faire parler de lui, parfois même à ses dépens, comment des années après, il a toujours un buzz aussi énorme, ses nouveaux projets, sa vie d'aujourd'hui, sa vie de père aussi, comment il gère quand il a son beau-fils à la maison, est-ce qu'il essaie de lui faire peur ou pas? Il va nous raconter plein d'anecdotes, vous allez voir, ça va être vraiment très drôle. En tout cas, merci d'être là de plus en plus nombreux chaque semaine, le mercredi, le vendredi et le dimanche. On vous met 3 interviews au documentaire sur notre chaîne Légende. Sur YouTube, vous pouvez vous abonner, d'ailleurs, vous êtes environ 150 000 à nous rejoindre chaque semaine, donc merci beaucoup pour tout ça. Vous pouvez nous suivre aussi sur Instagram, on met des vidéos sur Snapchat, sur TikTok, si vous y êtes, aussi sur Facebook, on met les extraits des vidéos. Et notre partenaire sur cette vidéo, c'est Winamax, le site de paris sportifs et de poker en ligne. Alors si vous aimez le sport, vous pouvez par exemple parier à partir de vos 18 ans, vous pourrez parier sur des événements sportifs. Si par exemple vous aimez le foot, vous pouvez parier sur la Ligue des Champions, sur la Ligue 1. Si vous aimez le rugby, vous pouvez par exemple parier sur le top 14. Si vous aimez le basket, sur la NBA, il y a d'autres sports, même comme le MMA par exemple. Quand vous allez créer un compte, vous allez devoir faire un dépôt. Vous allez pouvoir déposer entre 15 et 100 euros. Vous aurez l'équivalent en pari gratuit. Donc vous aurez l'équivalence en gros offert. Et vous pourrez même avec le code Légende10 avoir 10 euros supplémentaires. Et vous allez voir quand vous allez créer aussi votre compte, vous allez pouvoir jouer au poker. Vous allez d'abord pouvoir vous entraîner si vous voulez avec de l'argent fictif, puis après jouer avec du vrai argent face à des joueurs de votre niveau, comme ça vous pouvez vous réguler. En tout cas, je rappelle que les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs, ce n'est pas une alternative au travail et le jeu ne permet pas de s'enrichir. Et c'est parti avec Sébastien Chabal sur Légende, on y va. Sébastien Chabal, je suis venu passer un beau moment. Ah bah ça c'est la meilleure intro, voilà. Bienvenue Sébastien. Merci beaucoup. Je vais te reprendre le clap. C'est plaisir de t'avoir. Je sais que en plus t'es pas très fan des interviews, de parler, etc. Donc ça me fait très plaisir que tu sois venu, qu'on puisse discuter. Donc je vais t'écouter parler pendant 1h30. Je vais te poser aucune question. C'est vrai? Ouais. Ça va être un peu compliqué. On va se regarder alors. Hein? Comment ça se fait que t'aimes pas trop parler dans la vie en général? T'es pas un bavard ou c'est juste le fait de faire des interviews, de parler de toi? Non, je suis pas bavard en fait. Je suis pas. J'aime pas parler pour rien dire. Tu vas faire des trucs meubler. Le silence ne me fait pas peur en fait. Mais t'aimes bien faire des blagues quand même. J'ai Ouais. découvert ça avant, on a bien rigolé. Oui, on peut. Oui. On va parler de l'équipe de France évidemment, de ta carrière de rugby, de ce que tu fais aujourd'hui, entrepreneur. Tu te lances dans l'entrepreneuriat. Tu vas nous raconter un peu. Comment ça se fait que depuis, comment t'expliques ça? Ça fait quelques années que t'es à la retraite, t'as toujours une hype énorme. C'est fou, non, c'est... Ouais. Mais je sais pas, je vais rien t'expliquer là-dessus, parce que déjà, j'ai un peu compris pourquoi j'avais été choisi en 2007, parce qu'il fallait, lors de la Coupe du Monde, il fallait un personnage qui rassemble et qui soit un peu impactant. Et mon style de jeu était un peu spectaculaire. Un peu brutal, un peu visuel. Ouais, oui, c'était spectaculaire. Spectaculaire. Voilà. Ça faisait le job et puis ça faisait lever un peu les foules. Et donc j'ai été choisi pour représenter, pour être un peu l'emblème et l'égérie de cette équipe de France, de cette génération 2007, Coupe du Monde chez nous en France. Et malgré le fait qu'on fait une compétition assez catastrophique, les gens ne s'en rappellent pas parce qu'on a battu les Blacks. Et quand tu bats les Blacks dans ce sport... T'as gagné. T'as gagné, sauf qu'on a perdu 2 fois contre l'Argentine, une fois contre les Blacks, une fois contre les Anglais. Non, pas contre les Blacks, on gagne les Blacks, mais on perd contre les Anglais en demi-finale. Et pour nous, sportifs, c'était une compétition qui était complètement ratée. Mais les gens se sont arrêtés à cette victoire contre les Blacks, à deux images, et du coup, ça s'est ancré comme ça, et tout le monde pensait que ma notoriété s'arrêterait quelques mois après, moi le premier, ce qui aurait été tout à fait normal, parce que je suis pas Antoine Dupont, je suis pas le meilleur joueur du monde, j'étais un bon soldat. Très très fort. Non, mais j'étais un bon joueur, je pense, enfin, vraiment sincèrement, avec beaucoup d'humilité, et j'étais un bon joueur, j'étais un bon soldat, j'étais un bon coéquipier, et j'aimerais qu'on se rappelle de moi pour ça. Mais c'est pas normal que cette notoriété soit restée à ce niveau-là. Alors que, voilà, je sais pas, Zidane, Dupont, quand même, t'as marqué ton sport comme eux. Ouais, mais pas par mon talent et pas par ce que je faisais sur le terrain.
un petit peu, mais pas. Enfin, eux ont marqué parce qu'ils ont été les meilleurs joueurs de leur sport. Moi, ça n'a pas été le cas. Moi, j'ai été un bon joueur. Voilà. Faut être très honnête avec soi-même. Il y a des compilations de toi sur YouTube, tu peux taper compilations. Tu les vois passer, ces vidéos, on te les envoie un peu sur... Non, ben forcément, tu les vois passer quand tu regardes un petit peu, mais je suis passé à autre chose. Voilà, c'est derrière, ça va faire 11 ans que j'ai arrêté. Ça passe vite. Ça passe vite. On sera vite vieux. La vie passe vite en général. Hein. Non, mais c'est incroyable. C'est choquant. C'est incroyable. Ben, si tu te sors, la vie, elle passe vite, tu le vois avec tes enfants. Tu les vois grandir. C'est un marqueur du temps. Ils ont 5 ans, ils ont 10 ans, ils ont 20 ans, ils ont 30 ans. Ils ont quel âge tes enfants, là? Ben, alors moi, la plus grande, alors c'est ma belle-fille que j'ai depuis qu'elle est toute petite, elle a 32. Et ma petite a 20 ans. Quand j'ai ma petite vient d'avoir 20 ans au début de l'année. Voilà, on est grands-parents d'une petite fille de 2 ans. Il y en a une deuxième qui arrive. Tes grands-parents... Attends, t'as 47, toi? Ouais. À 47 ans, t'es grand-père, déjà. C'est génial. C'est incroyable. C'est génial. C'est génial. Tu l'aimes autant que tes filles? C'est différent. Il paraît que c'est différent. C'est différent, forcément, c'est différent. Il y a des grands-pères qui disent c'est encore plus parce que t'as pas les emmerdes, entre guillemets, tu vois, t'as juste le bonheur. Mais alors, je sais pas si on peut considérer, si on peut comparer l'amour qu'on a pour des gens. Mais c'est aussi fort qu'un enfant, quoi. C'est un enfant, ouais. C'est la suite. Exactement. C'est la suite. Tu t'en occupes? T'arrives à le garder? Pas beaucoup, parce que je suis très, très pris. Et puis, je suis très honnête avec moi-même. Quand c'est tout petit... Non, mais tant que ça marche pas, que ça parle pas, c'est pas très intéressant. Le premier enfant que t'as, ouais. Je pense que tu sais, c'est la découverte, donc c'est génial et tout. Mais après, quand tu sais ce que ça va devenir, ça va être tellement génial. Oui, mais les premiers mois, c'est... Oui. Bah, c'est Bibon et... Donc, non, c'était pas trop pour moi. C'est un petit garçon, une petite fille? Petite fille. Petite fille qui a quel âge aujourd'hui? Qui a 2 ans. Qui a 2 ans, ouais. Une petite Isor. C'était intéressant à partir de quel âge pour toi? Là, ça devient intéressant. À partir du moment où déjà, elle marche, elle parle, il y a de l'interaction, tu peux faire des choses, c'est juste pour faire bah. Non. On va en parler après. À quel moment s'est arrivée la notoriété, vraiment? Est-ce qu'il y a eu un moment, un jour, un match, je sais pas, une émission, un truc, où t'as basculé, où t'as senti qu'il y avait une notoriété qui avait grossi dans ta carrière? Mais c'est la Coupe du Monde. Hein, c'est vraiment? Ah, c'est la Coupe du Monde. Il y a eu un match chez les All Blacks? Alors, il y a eu 2 actions avant la Coupe du Monde, pendant la tournée. Il y a 1 ou 2 essais que je marque pendant la Coupe du Monde. Et c'est ce qui encore. Enfin, c'est là qu'on se rend compte de la force des médias, de la force de la télé. Voilà, à l'époque, encore plus même. Mais oui, parce qu'il y avait beaucoup moins de réseaux sociaux, beaucoup moins d'émissions comme ce que tu fais toi. Et donc la télé avait une puissance de feu qui était énorme. Tu passes sur TF1, qui te bombarde, qui te met devant tout pendant 1 mois et demi, pendant 2 mois. C'est incroyable, incroyable. Et moi, enfin, le truc où je me suis rendu compte, parce que je le voyais, alors nous on était vraiment enfermés à Marcoussis. C'est le centre. Donc c'est le centre d'entraînement du rugby. Donc on sentait qu'il y avait quelque chose autour. Et puis c'était en pleine Coupe du Monde, donc c'est quand même un grand événement. Donc il y a forcément des trucs qui se passent. Mais je m'en suis aperçu quand je suis rentré chez moi, que je suis allé. Moi, je suis originaire de la Drôme, voilà. Vers Lyon. Un peu plus au sud, Valence. Et on est allé avec mon épouse en ville à Valence faire les magasins. Et d'un coup, plein de gens devant le magasin. Mais 1, 2, 10, 50, 100 personnes devant le magasin. Et je dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi il y a autant de monde dans ce magasin? Devant ce magasin, c'est fou. C'est incroyable. Et là, tu vois vraiment le truc en quelques mois. Tu dis, en fait, les gens, ils étaient là pour la Coupe du Monde, pour l'événement, mais maintenant, ils sont toujours là. Mais pourquoi, en fait, pour toi? Mais si je suis dans un magasin, c'est pas très intéressant, en fait, tu vois. Ouais. C'est intéressant quand je suis sur un terrain. Oui, de devoir jouer, etc. Exactement. Après... Ça a été difficile à vivre, ça a été quelque chose de désagréable au début, t'as mis un peu de temps à l'accepter, ou... Tu vois, parce que c'est pas facile d'être pris en photo tout le temps quand t'es avec ta famille, avec tes enfants. C'est pas toujours simple, c'est pas toujours plaisant. Enfin, c'est que c'est vraiment... les gens sont gentils, les gens sont bienveillants, les gens sont sympathiques, et c'est plein d'amour, c'est plein de belles choses qui te transmettent. Donc tu peux pas dire que c'est pas sympa. Et puis on a tous un peu d'ego, même si je pense pas en avoir beaucoup. C'est agréable. Ça fait toujours plaisir, c'est agréable. Mais c'est vrai que je suis mieux quand je suis chez moi, quoi. Ou enfermé, et parce que quand tu te promènes dans la rue, tu as toujours les regards sur toi, tu le sais, tu le sens. Tu le sens, ouais. Je pense que c'était mieux avant, pour moi. Ah, c'est vrai?
Ah oui, c'est sûr. Avant mais je crache pas. Non, bien sûr. Ça Non, mais attends. permet de faire plein de choses, ça ouvre des portes, ça facilite beaucoup de choses. Mais des fois, je rêverais de redevenir inconnu. Mais vraiment. Alors, je pense que si je me rase et que je me coupe les cheveux, déjà, en rentrant chez moi, déjà, je suis pas sûr qu'on m'ouvre. Alors, dans la rue... Ta fille va dire... Tu les as jamais vus, ces vidéos où des pères américains se rasent la barbe et leurs enfants se mettent à pleurer parce qu'ils ne le reconnaissent pas? Mais je pense que moi, ma petite, qui a 20 ans, elle m'a jamais vu sans la barbe. Et sans les cheveux longs. Donc je pense qu'elle pourrait avoir un choc. Tu veux le faire un jour? Tu veux le faire un jour ou pas, non? Je sais pas, peut-être. Moi, j'aime bien, c'est moi, en fait. C'est toi, maintenant. C'est pas une image. Non, mais j'ai pas construit un personnage, en fait. C'est juste que je suis bien comme ça. Et c'est pour ça que je suis comme ça, en fait. Le jour où ça me cassera les pieds, je me raserai et puis je rentrerai plus chez moi. Ouais. C'est comme ça. Toi, t'étais pas du tout parti dans le rugby au départ. Ton papa était mécano, c'est ça, je crois. Ouais. T'as pas de famille de sportifs? Personne n'était sportif, même de haut niveau? Non. C'était pas, voilà. Non. Le sport n'était pas du tout dans notre famille. Mais vraiment pas du tout dans notre famille. Vraiment pas. C'est pas la culture, machin. Ah non. Nous, je pense que quand il y a des manifestations sportives, mes parents fermaient les volets, fermaient la porte et regardez pas ça. Ça peut nous faire du mal. Enfin, je sais pas. Non, mais c'est dingue. T'as un frère et une sœur? Ouais. Famille... Une grande sœur, un petit frère. Famille aimante. Ils étaient ensemble, tes parents. Vous avez grandi. Ouais, car on a grandi. Nous, dans un petit village de la Drôme. Moi, j'ai grandi. J'ai grandi à la ferme avec mon grand-père qui était maquignon en Ardèche. Ma maman est l'aînée d'une fratrie de 6. Qu'est-ce que c'est maquignon? Maquignon, c'est vendeur de bétail. Et donc ma maman est l'aînée d'une fratrie de 6. Son plus jeune frère a 3 ans de plus que moi. Donc moi j'ai grandi avec mon grand-père et mon oncle qui était presque mon frère. Quand t'as 3 ans d'écart, c'est pareil. Et moi j'ai vécu des années mais incroyables, mais fantastiques. Et famille qui dit je t'aime, assez bavard ou non assez... Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, je pense que mon père m'a jamais dit je t'aime. C'est presque une certitude. Alors il est plus là aujourd'hui, donc voilà, mais il pourrait pas nous le dire, mais non. C'était une autre époque aussi. Oui, c'était une autre époque. Beaucoup de papas étaient comme ça. Vraiment, voilà. Et puis mon papa parlait pas non plus beaucoup, assez rustre, mais aimant, quoi. Voilà, il était là, quoi. Il était là, et puis je crois que une des dernières phrases qu'il a dit à ma maman, c'est qu'il était fier de ses 3 enfants, de ce qu'on était, et des personnes qu'on était. Pas de notre situation, mais vraiment des personnes... C'est beau, ça. Ouais, c'est le plus beau. Ouais. Ça soigne. Ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que c'est sûr qu'on se pose toujours des questions sur nous-mêmes, qui on est. Est-ce qu'on est bien, est-ce qu'on n'est pas bien, est-ce qu'on doit s'améliorer. Et quand on entend ça de son papa qui disait pas grand-chose, quand il parlait, c'était souvent pour dire des choses importantes, c'est encore plus fort. Ouais. Et toi, maintenant, avec tes filles, avec ta belle-fille et ta fille, tu dis tes filles, mais est-ce que tu leur dis aussi t'es plus démonstratif que ton oui, carrément. Je veux pas être dans ce schéma de reproduction, mais je veux pas non plus en faire trop. Voilà, je pense être équilibré. Quand j'ai envie de leur dire que je les aime, je leur dis. Quand je leur dis que c'est bien, c'est bien. Mais ma femme m'a fait beaucoup grandir et beaucoup réfléchir sur les relations interpersonnelles avec nos enfants. Et c'est vrai que les filles, on les a d'abord éduquées pour qu'elles soient heureuses. Pour qu'elles soient des bonnes personnes et qu'elles soient heureuses, voilà. Et je trouve ça tellement choquant quand vous arrivez avec vos enfants qui disent bonjour, merci, au revoir, et que les gens le pointent du doigt. Ah putain, elle dit bonjour, elle dit merci. Ouais, elle est juste normal, quoi. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est la base de la politesse. Mais c'est vrai. Ouais. Il y a des gens qui disent, ah putain, mais elle a dit bonjour. Ouais, elle dit bonjour, quoi. Quand tu rencontres quelqu'un, tu dis bonjour. Quand à 20 ans, c'est normal de dire bonjour maintenant, mais avant... Oui, mais même quand ils sont petits, tu dis merci. Mais même à 20 ans, il y en a plein qui disent pas bonjour, qui disent pas merci, qui disent rien, quoi. Ouais. T'étais plutôt sévère pour leur apprendre, parce qu'à un moment donné, il faut leur donner des cadres, et c'est important. C'est ce que disent je pense que, oui, il y a le cadre. Je pense qu'elles te regardent aussi. Elles regardent aussi comment on se comporte, comment sont leurs parents. Oui, mon épouse et moi, moi, j'ai pas été très sympa. J'ai laissé plein de choses faire, plein de choses, mais je suis pas très drôle, en fait. Tout à l'heure, tu disais que je suis drôle avec les... Ah, tu fais des... Si. Oui, je fais 2-3 vannes, j'essaye. Mais non, je suis pas très sympa, en fait. Je suis pas très drôle parce qu'il y a des valeurs qui sont importantes à mes yeux. Voilà, ce que je te disais, dire bonjour, être respectueux, être poli,
C'est des choses essentielles dans la vie, en fait. Il n'y a pas de... C'est pas peut-être, en fait. C'est pas gris. Tu dis merci et c'est tout. C'est comme ça, tu dis bonjour et non, il n'y a pas de mais, en fait. Et les enfants, il faut vraiment leur dire de dire merci au début, sinon ils le font pas. Ah ben oui, ils apprennent. Instinctivement, ils le font pas, quoi. T'étais on sait que les rugbyman sont souvent grands, solides, etc. T'es né gros bébé ou pas? 4,9 kg. Ah ouais, putain. Ah ouais. Ouais. Okay, t'étais un double bébé, quoi. Ouais, et quand tu vois ma maman qui fait 1m58 et qui devait faire 60 kilos, ouais, c'est... Ouais. Incroyable. Ah ouais, 4,9 kg. Et ton père était solide ou? Non, pas plus que ça. Souvent, on dit que ça saute des générations. Et j'avais des grands-parents qui étaient des arrière-grands-parents. C'était plus de 2 mètres. Ah ouais, d'accord. Vraiment solides. Des deux côtés, en plus, de mon papa et de ma maman. Donc, 4,9 kg. Ça a sauté quelques générations. Attends, tu fais quelle taille aujourd'hui? Je fais 1,91. 1,91. En fait, quand j'étais bébé, mes parents pensaient que j'étais malade parce que je suis né, j'étais tout violet, en fait. Ah oui. J'étais un peu gros, tu vois, j'avais plus beaucoup de place, donc j'étais violet, donc ils m'ont mis dans une couveuse. Et pendant longtemps, ma maman pouvait pas me mettre de pantalon, en fait. Parce que j'étais trop musclé. Je restais comme ça, tu vois, et je pouvais pas me plier, j'étais trop musclé. C'est pas vrai. C'était incroyable. Il n'y avait pas de pantalon bébé de ta taille? Si, c'est que ça me faisait mal, ça me serrait, je pouvais pas me plier, en fait. Donc, du coup, j'étais en salopette ou en survêt ou des trucs un peu... Mais t'as bossé un peu à la ferme avec tes grands-parents, tes parents? Ouais, pas mes parents, parce que mes parents n'ont pas bossé à la ferme, mais j'ai passé toute mon enfance et toutes mes vacances chez mes grands-parents à la ferme. Donc, comme mon grand-père était maquignon, il y avait la ferme, l'écurie, il fallait s'occuper des bêtes, il fallait aller... Et c'était fantastique. Moi, j'ai sillonné l'Ardèche et j'ai vu des choses incroyables. Mon grand-père, on s'arrêtait, il avait une bétaillère, tu vois, un camion pour mettre le bétail dedans, et on s'arrêtait dans des fermes, c'était de la terre battue. Quand on arrivait et qu'il faisait affaire, il se serrait la main, ça, c'était la patch, et là, ça voulait dire quelque chose, quoi. C'était, tu revenais plus en arrière. Et tu vois, c'est ces valeurs aussi de paroles données qui m'ont construit aussi. Tu vois, quand tu dis quelque chose, tu reviens pas en arrière. C'est comme une ça. Parole, c'est une parole. Quand tu t'es serré la main, ça veut dire quelque chose, quoi. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il faisait des affaires, il avait un portefeuille épais comme ça, que des bifetons de 500, 200. Quand t'es gamin, mais il pouvait pas plier son portefeuille. C'était fou. Une brique. Non, mais c'était fou. C'était fou. Et puis les paysans chez qui il allait acheter ce bétail, quand il faisait affaire, il nous servait un canon de rouge, quoi. Mais on avait 8 ans devant, un fond dans un verre où on voyait pas à travers. Le verre était horrible, mais c'était comme ça, quoi. Le monde a tellement changé. Non, parce que je pense que tu vas dans des campagnes. Tu crois encore, ouais. Il y en a de moins en moins, mais je pense que ça existe encore un petit peu. Non, mais je sais qu'à l'âge de mes parents, ils ont 75, 76 aujourd'hui. Dans les années 50, il y avait du vin rouge à l'école. Le midi. Ah, oui, mais oui. Il y avait une bouteille de rouge par 6. Ah oui, mais c'est incroyable. Ah, mais attends, c'est incroyable. C'est inimaginable, bien sûr. Ah, des enfants. Il y a des gens qui débouchent une bouteille de rouge. Une pour 6, hein. Je te dis, mais comment c'est possible, tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est fou. Même nous, je veux dire, tu vois une bouteille avec tes potes, t'as un peu la tête qui tourne, tu vois ce que je veux dire? Enfin, quand tu bois un peu quelques verres, tu dis, mais les enfants, ils sont... Quand tu commences petit, c'est qu'une question d'entraînement, en fait, le truc. Non, mais c'est vrai que le monde, même dans la liberté, je trouve, avant, on pouvait prendre son vélo, partir. J'avais 6 ans, je partais hyper loin tout seul. Je sais pas si aujourd'hui, les parents laisseraient faire. C'est ça, en fait. Aujourd'hui, c'est nous. C'est nous, parents, qui mettons des freins parce que le monde qui nous entoure, enfin, ce dont on entend, ce qu'on entend du monde extérieur. Je pense qu'il y avait plein de trucs horribles qui se passaient dans les années quand on était gamin. Hein. Il y avait des tueurs en série, des trucs. Mais ça se savait pas, en fait. Ça sortait pas, en fait. On avait beaucoup moins d'informations. C'est vraiment le problème aujourd'hui. Et c'est vrai que nos gamins, enfin, moi, ma petite qui a 20 ans, on a un groupe avec ma femme et elle, sur WhatsApp. Le groupe, je l'appelle Uber. Pourquoi? Le groupe Uber, parce que partout où elle est, à n'importe quelle heure, n'importe quel moment, si elle est en galère pour rentrer, elle m'appelle et je vais la chercher. Je la laisse pas prendre tu l'as avec dit. n'importe qui. Voilà. Si quelqu'un a bu, de pas monter avec. Voilà, je suis là n'importe quelle heure. Voilà. Jour et nuit, n'importe où. S'il rentre de boîte et que ses potes ont un peu trop bu, ne monte pas avec. Je suis là, je viens. Voilà, on appelle est là, papa, on était là. Bien sûr. Voilà. Tu le fais vraiment? Ah oui. Sans râler? Ah non, je râle pas. Parce que sinon, après, Non, je râle pas. Parce que si tu râles, tu le fais pas, en fait. Mets pas ça en place. Et elle ose te demander la nuit ou elle est très gentille. Enfin, elle sort pas beaucoup. Elle est très...
Donc ça va, mais pour tout et n'importe quoi, dès qu'elles sont en galère, elles savent qu'elles peuvent compter sur nous, en fait. On est là pour elles. Quand tu étais jeune, tu faisais des conneries plutôt. T'en as fait un peu comme tout le monde à la campagne. J'ai fait beaucoup de bêtises, plutôt ado. Petit, non, j'étais gentil, j'étais plutôt... ado, j'ai fait pas mal de bêtises. Ouais. Après, j'étais un suiveur, en fait. J'ai jamais été un leader, j'étais un suiveur. Et tu pouvais me faire pas mal de choses. Ouais. Ah, c'est vrai, t'as fait quoi, par exemple? Tout le monde a fait des conneries jeunesse. Ouais, voler des voitures. Ah oui, c'est vrai. Tu crois que j'allais te dire quoi? Ah non, c'est des vraies bêtises, quoi. Je sais pas. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Non, c'est voler dans les caves des immeubles. Tu vois, quand on avait récupéré une clé du postier, de la poste, qui ouvrait les trucs, et la nuit, et je me dis, mais c'était... Putain, des expériences, quoi. T'étais le brigand de la ville, quoi. T'étais le... Ouais, on peut pas dire ça, mais voilà, on a fait quelques bêtises un peu grosses. Ouais, pour après comprendre que c'était pas bien. Ouais, et puis Tu t'es fait attraper ou pas du tout, non? Non, jamais. Non, jamais. Eh ben, ils sont là. Voilà. les gendarmes. Je pense que ça aurait pas été drôle, parce que mon père était pas très... Ah oui, s'il avait appris que tu faisais des conneries. Il nous avait toujours dit, il savait, de toute façon, lui, il en avait fait beaucoup aussi dans sa jeunesse. Il avait cassé quelques voitures. Et il nous avait toujours dit, vous pouvez faire des choses pas très graves, mais le jour où les flics arrivent à la maison, ça va mal se passer. Ils sont jamais venus. Voilà. Donc ça s'est plutôt pas trop mal passé. Le rugby, on imagine souvent sud-ouest, sud avec l'USAP à Perpignan, etc. Machin. La Drôme aussi un peu moins, mais comment tu te retrouves à jouer au rugby? Par hasard, je me retrouve à jouer au rugby parce que j'ai 15-16 ans. Et puis c'est l'âge où tu commences à sortir un peu, avoir des copains, avoir un peu de liberté, tu as la mobilette. Et il faut te défouler. Donc avec mes copains du village, on décide d'aller jouer au foot dans notre village de la Drôme. Et cette année-là, il n'y a pas d'équipe junior. Donc du coup, on va dans le village à côté où il y a du rugby et on joue au rugby. Putain, c'est marrant, quoi. T'aurais pu devenir footballeur, peut-être. Bon, ça aurait moins bien marché, je pense. Mais oui, j'aurais pu jouer au foot et pas croiser le chemin du rugby, en fait. C'est une certitude. C'est parce que pour ce qu'on a fait, pour ce pourquoi on y allait, on l'aurait fait au foot aussi bien. Faire les cons, boire des canons, les filles, enfin, quand t'es ado et que tu commences à découvrir un peu le monde, quoi. C'est ça, le rugby, un peu. Que t'as un peu de liberté. C'est le côté plus convivial. Il y a un côté plus convivial que le foot, peut-être, là. Non, je sais pas, parce que je pense que c'est pareil quand t'es gamin. Je pense que quand t'es dans un village, je pense que c'est pareil. Enfin, c'est d'abord une histoire de copains. C'est une histoire d'être ensemble et de jouer ensemble, de défendre les couleurs du village ensemble sur le terrain et puis de les défendre après le match. Donc ouais, je suis allé dans le club de Beauvallon, juste à côté de Valence, de mon village. Et j'avais déjà touché au rugby petit. Et quand j'étais gamin, j'avais joué un peu au foot, mais comme je te dis, j'avais pas cette culture sportive dans ma famille. J'ai toujours joué 2-3 mois, puis ça me plaisait pas. Puis le rugby était un peu trop rude, un peu trop violent quand j'étais gosse. C'est pas ce qui m'attirait. Et là, moi, je suis quelqu'un d'introverti. Je suis quelqu'un plutôt, comme je dis, un suiveur. Je me mets derrière, je parle pas beaucoup. Et dans ce sport, avec les gens qui le pratiquaient et qui nous encadraient, et ben ils m'ont donné une place. En fait, j'ai trouvé une place. T'as trouvé ton endroit. Et j'ai des frissons quand je t'en parle. C'est vrai? Ouais. Parce que je me suis senti utile, en fait. Tu vois, je me suis senti utile, je faisais partie d'un collectif, et puis tu vois, tout à l'heure on parlait d'un peu d'ego, d'un peu valorisé, et puis là je sentais vraiment que j'apportais quelque chose au collectif, tu vois, et c'est vraiment ce qui m'anime. Je dis que j'ai pas mal réfléchi, avec l'âge, ouais, le pourquoi, un peu, tu réfléchis. Ce parcours, machin. Et puis tes relations interpersonnelles aussi. En fait, moi, ce qui me rend heureux, c'est d'aider les gens, en fait, de les aider à grandir, à atteindre des objectifs. Et je veux pas être le chef de la meute, mais je veux être un bon maillon de la chaîne. Et je veux surtout être utile et servir le collectif. C'est des valeurs qu'on retrouve aussi dans l'humanitaire. Certaines personnes se retrouvent, ou dans l'armée aussi, dans un collectif. Bien sûr. T'as jamais fait d'humanitaire, d'ailleurs, non. Pour des assos? Je sais que t'as fait pas mal de pubs, parfois on te voyait dans des campagnes. Non, mais bien sûr, j'ai fait des trucs, mais ponctuellement, parce que j'ai pas le temps de m'investir. C'est ce que je dis, enfin, on est souvent sollicité quand on a un peu de notoriété.
Et toutes les causes sont belles. Toutes les causes, il y en a beaucoup. Il y en a plein, oui. Et si c'est juste pour mettre son nom, mettre une photo et pas s'investir, ça sert à rien. En fait, je pense que ça sert pas à la cause. En fait, ça sert personne. Donc je fais des choses. Ça met un peu la lumière sur le site internet de la sauce. Oui, Parfois, ça peut aider sur des oui, trucs. un petit peu, mais pas grand-chose. Oui. T'as pas le temps de partir 3 semaines aider. Non, tu vois, le truc que je fais, c'est les enfoirés depuis plus de 15 ans. Là, on passe une semaine ensemble. Et des fois, je vais dans des manifestations où c'est. Mais pas assez. En tout cas, j'ai pas assez encore le temps aujourd'hui. On en reparlera si tu veux bien après des enfoirés, mais juste rapidement. Je sais que toi, t'es quelqu'un qui est pas peureux. Tu sais que t'es pas quelqu'un de peureux. T'as pas trop peur. Mais c'est une des rares. Je suis pas forcément courageux. C'est vrai? Ouais. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Je suis pas forcément le plus courageux. Mais s'il faut y aller, on y va. Ouais. C'est pas ce que tu dégages en tout cas. Okay. Je pense que le jour où il y a un cambrioleur qui rentre à la maison, je pense que ma femme sera devant. Je pense. Elle est plus téméraire que moi. Ah bon? Ouais. Non. Moi, je lui dis, reste enfermé dans la chambre. Il pique tout ce qu'il a piqué et il se barre. Je pense qu'elle va sortir de la chambre pour essayer de sauver le. Elle ira plus au front que toi? Ah, t'es pas trop un mec qui va aller au front? Non, pourquoi faire en fait? Quand il faut y aller, s'il faut y aller, on y va. Oui, tu vas défendre un côté vital de la famille. Mais s'il n'y a pas besoin d'y aller, on n'y va pas. Ouais. On laisse passer, on n'y va pas. Ça, c'est marrant. Et les enfoirés, je crois que c'est une des fois où tu as le plus peur. Tu disais, si c'est pas de bêtises d'ailleurs, tu disais la veille. Tu es bien renseigné. En te couchant, Ben, je me suis pas couché en fait. Si, je me suis mis dans mon lit, j'ai pas dormi en fait. La première fois, il y avait encore Jean-Jacques Goldman qui était là. Il fallait que je chante une chanson le lendemain, enfin des bouts, parce que c'est à plusieurs. Voilà, plusieurs. Collectif. Notamment avec Jean-Jacques. Et la chanson J'aurais voulu être un artiste. Pas facile à chanter. Plutôt compliqué. Tu chantes ou pas, toi? Pas du tout. Mais pas du tout. En plus, pas du tout. J'ai pas du tout d'oreille. Je suis catastrophique. Et là, déjà, ça faisait des mois que chez moi je chantais, tu vois. J'aurais voulu. Ma femme, elle était comme ça. Elle dit, arrête, papa, arrête, c'est horrible. On a les oreilles qui saignent et tout. Et la veille, j'ai pas dormi, j'ai pas fermé l'œil. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. Et le lendemain, je sais pas. Ça s'est passé. Je suis monté sur scène à la sortie de la chanson. Jean-Jacques m'a dit, c'était bien, mais très gentil. Il est gentil. Mais t'as oublié quelques phrases quand même. T'as un prompteur et tout. J'ai oublié des phrases. J'étais pas là en fait. C'était pas moi. Une marionnette, quoi. Ouais. Ah, mais c'est incroyable. En plus, t'es en public, tu peux pas. Enfin, si c'est la risée, t'es la risée tout de suite. Non, mais après, ça va, parce que vu que t'es plusieurs, ils chantent tous, ça s'arrange. Puis les gens, là, voilà, on parlait de bienveillance, les gens, le public, ils viennent là pour passer, pour accompagner la cause. Tu peux faire ce que tu veux. Enfin, on va revenir après, mais t'es devenu, donc quand tu joues dans ton village à côté, après tu vas devenir donc tourneur-fraiseur. Tu continues le rugby à côté, c'est ton sport comme tout plein de gens font du sport. Pour loisir. 2-3 fois par semaine, voilà, etc. Comment tu vas rentrer dans le rugby professionnel? Comment elle va se passer la bascule? Toujours, comme toujours, une rencontre, une opportunité. En fait, moi, je jouais dans mon petit village. Et puis, vu que j'étais un peu meilleur que mes copains, je suis allé jouer à Valence, qui était le gros club du coin. Et là, je joue en junior avec le petit frère d'Alexandre Chalzalet, qui était le capitaine de Bourgoin-Jallieu, qui était en première division et qui était déjà une grosse équipe. Et Alexandre venait voir Arnaud, son petit frère, jouer, et puis il m'a remarqué. 90, c'était 97, moi j'arrive à Bourgoin en 98, 97, le rugby est passé pro en 95. Donc c'était tout neuf. Les clubs pro, ils allaient vraiment chercher dans le terreau autour de chez eux. Il n'y avait pas encore beaucoup de filières. C'était pas très organisé. Il n'y avait pas de transfert de mercato. Non, et puis beaucoup d'argent. Il n'y avait pas les filières jeunes. Tu vois, les filières fédérales, les machins, ça n'existait pas beaucoup. Donc les clubs allaient dans le petit village prendre celui qui était un peu meilleur que les autres et qui avait potentiellement un peu de. C'était les débuts. Voilà. Mais c'était bien. Et donc voilà, Alexandre le dit à Michel Couturas, qui était le manager de Bourgoin à cette époque, il y a un jeune à Valence qui joue avec mon petit frère, Sébastien, je pense que ça vaut le coup que tu le vois. Et donc Michel m'appelle, je monte, mais je ne savais pas du tout ce qu'était le monde professionnel. Moi j'étais tourneur-fraiseur, je bossais à l'usine, c'était un métier que j'avais choisi, c'était un métier qui me passionnait. Je commençais juste à bosser, j'avais fini mon apprentissage, et je monte à Bourgoin, je me rappelle, Michel appelle ma mère, et oui, Sébastien est là, mais ma mère, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu joues au rugby, mais c'est pour t'amuser, tu fais le coin avec tes copains, et c'est tout, c'est pas un travail, quoi, tu vois.
Et en fait, je monte à Bourgoin et je rencontre Michel. Et Michel me dit, bah voilà, la saison commence dans 3 semaines, un mois, je sais plus, bah viens, voilà, on te prend, tu vas être espoir, on va te trouver un boulot à mi-temps chez un de nos partenaires, tu continueras toujours fraiseur, mais tu vas t'entraîner avec nous, et puis on voit ce qui se passe, quoi. Et t'es un peu payé pour le rugby, un peu payé par le partenaire, un peu les deux, je suis quoi. payé pour travailler, et le club me paye 2500 francs. 350 €. À peu près, ouais. 375. 375. Mais c'était encore des francs, hein. 98, c'était encore des francs. 375, t'as raison. C'était encore des francs, et il me paye mon appartement. Il me paye le logement et 2500 francs, donc voilà. Donc j'arrive à Bourgoin et on en reparle souvent quand on se recroise avec mes camarades. Premier footing. Après, il faut connaître Bourgoin, mais on est parti du stade. C'est vers Lyon, Bourgoin, j'ai dit. Oui, c'est entre Lyon et Grenoble. On part du stade, de Pierre-Rajon, on part en footing. Et 500 mètres plus loin, mais j'explose comme un popcorn. Quand je dis j'explose, mais 500 mètres. T'as pas de cardio du tout? Pas du tout. Pas mon fort. J'ai d'autres qualités, mais celle-là, je l'avais pas. Donc, je l'ai beaucoup travaillé et ça allait. Mais là, on part, et là, le premier croisement, Alexandre, dans sa tête, il doit se dire, mais qu'est-ce que je l'ai fait venir, lui? Pour un rugbyman professionnel, il va pas au bout du... Il allait, tourne là, rejoins-nous, et voilà. Puis ça commence comme ça. Puis premier entraînement, je plaque... moi, je savais pas. Nous, quand t'es dans le village, on jouait à balles réelles, quoi. Tu vois, tu jouais comme tu t'entraînais comme tu jouais, tu te plaquais, machin. Voilà, c'était pareil. Sauf que quand c'est pro, tu as des moments où c'est... Tu peux blesser tes copains. Oui, tu fais attention. Des moments, ça a touché. C'est là. Et premier entraînement, j'arrive, je plaque Pierre Rasky, qui était le numéro 8, très très bon joueur, mais grincheux. Et là, mais qui c'est qui a fait venir ce con, machin, mais qu'est-ce qu'il plaque là et tout. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je fais ici, quoi. Je savais pas ce que je faisais là. Et petit à petit, ben voilà, j'ai... Et petit à petit, ça va devenir un professionnel. Tu vas gagner de plus en plus, d'année en année. Le rugby va se professionnaliser. Tu vas pouvoir en vivre, arrêter après. Ouais, alors les joueurs en vivaient, hein, déjà. Hein, ceux qui étaient pros. Moi, j'étais semi-pro, tu vois, j'avais un contrat espoir. Et la première année, je fais une dizaine de matchs. Je continue à profiter de ma jeunesse. Et en fait, Michel Couturas, le manager, 2 ou 3 fois dans l'année, vient me récupérer par la manche et me dit, Sébastien, tu vas jouer ce week-end avec les pros, voilà. Et peut-être que tu as un peu de potentiel. Il faudrait peut-être que tu arrêtes un peu de faire trop la fête avec tes copains et puis que tu t'investisses un peu plus. Et voilà, il m'a fait comprendre en douceur, en me laissant profiter aussi de ma jeunesse, que peut-être il y avait un autre avenir que celui d'être un bon joueur de rugby, quoi. Peut-être devenir un très bon joueur de rugby, un professionnel, et voilà. Et puis je l'ai écouté, je l'ai cru, et puis je me suis mis à travailler vraiment sérieusement, et puis voilà. Et puis oui, puis la deuxième année, je gagnais 10 000 francs, la troisième année, je gagne 65 000 francs, et c'était toujours en francs. Non, par an. Par an. Non, par mois, pardon. Par mois. Et 65 000 francs, c'était énorme à l'époque. Ah mais oui, énorme. Mais, moi, ça faisait 3 ans, et... Mon papa, il devait gagner 10 000 francs ou 11 000 francs, j'ai gagné 5 ou 6 fois plus que lui. C'était colossal. Personne gagnait 65 000 francs à l'époque en francs. C'est énorme. Oui, c'était beaucoup. C'était beaucoup d'argent. Et après, quand tu vas devenir professionnel et ça... là, j'étais pro. Hein, là, j'étais déjà pro. Hein, mais quand tu es en équipe de France, après, les salaires, c'est encore beaucoup plus haut. Non. Non. En fait, ça évolue plus trop après. Tu n'as pas de salaire en équipe de France, tu as des primes. Après, quand tu es pris en équipe de France, c'est que tu fais partie des meilleurs joueurs français, donc normalement, tu fais partie des gros salaires. Moi, j'ai gagné jusqu'à 700 ou 800 000 euros par an. Ah oui, d'accord. Donc c'est énorme. Ouais, ça a vachement progressé. Mais on parle pas du foot, quoi. Oui, le foot, il y en a qui gagnent même ça par mois. Oui, voire par semaine. Je sais pas, c'est des trucs que je comprends plus. C'est quoi qui a rapporté le plus? C'était les marques, les sponsors. Après, c'était pareil, vous aviez des marques qui vous payaient avec des campagnes. C'était les deux, mais après, quand tu regardes, il n'y en a pas beaucoup, tu vois, qui ont gagné de l'argent avec des sponsoring marques, mis à part moi, il y a eu Fred Michalak un petit peu, aujourd'hui il y a Antoine Dupont. Après, tu vas partir, donc, Bourgoin-Jallieu, tu vas jouer pour les Sharks, hein, c'est ça? Tu vas partir en Angleterre. Ensuite, Racing Métro, Lyon, où tu vas terminer ta carrière. Ouais. C'est toi qui choisis ou c'est les gens qui te contactent ou est-ce que tu fais savoir que tu es intéressé par un club? Comment ça se passe? Non, en fait, j'ai un agent. Quand je suis à Bourgoin, j'ai pas d'agent. Et en fait, moi, je finis mes 2 dernières saisons à Bourgoin avec Philippe Saint-André comme entraîneur, qui a été entraîneur de l'équipe de France plus tard. Et Philippe se fait virer lors de ma dernière saison. Et Philippe repart en Angleterre, parce qu'il avait été déjà joueur et entraîneur à Gloucester, et repart en Angleterre.
à Sale. Et moi, c'est le moment où c'est la période où je veux continuer de progresser. Et je pense que si je veux continuer à progresser en tant que joueur et espérer aller gagner des titres, ça sera plus à Bourgoin. Parce que le rugby est en train de accélérer dans son économie. Et Bourgoin, on a eu la chance d'avoir Pierre Martinet, le traiteur intraitable, comme président. Mais voilà, il avait mis beaucoup d'argent, mais au bout d'un moment, il était limité. Et ce village, Bourgoin, c'est un village de 25 000 habitants. Et il nous avait dit, l'année où je pars, il nous dit, ben voilà, moi, dans une boîte, il n'y a qu'un patron. Donc, je ferai rentrer personne d'autre. Mais du coup, ça limite le club dans son développement. Mais il mettait 2 ou 3 millions d'euros par an, ce qui était gigantesque, ce qui était colossal. Et du coup, Bourgoin était voué à rester un club de milieu de tableau. Oui, il y avait un plafond c'était génial. Ouais. Mais moi, j'avais pas envie de ça. Moi, j'avais, je sais pas, ça faisait 6 ans, j'avais 25 ans, 26 ans. Je voulais. Ouais, t'as de l'ambition, t'avais envie de. Ben, j'avais envie de grandir, gagner des titres, et voilà. Et puis à cette époque-là, Toulouse était le grand Toulouse, ce qu'il est redevenu aujourd'hui. Et tous les gamins voulaient aller jouer là-bas, et puis ils voulaient pas de Sébastien Chabal. Enfin, j'ai pas été contacté par Toulouse, donc je suis parti. J'ai suivi Philippe en Angleterre, qui m'a dit je vais à Sale. Ils ont une équipe monstrueuse derrière. Ils ont une ligne de 3/4 énorme, mais derrière devant ils se font ouvrir la bouche un peu tous les week-ends. Donc viens, je vais recruter 2-3 mecs, et puis on va faire quelque chose de bien. Et puis je l'ai suivi et j'ai eu raison, parce que ça a été une expérience incroyable. L'Angleterre. Ouais. C'est fou. Une autre culture, une mise en danger, remise en question. Personne ne me connaissait, personne n'attendait Sébastien Chabal, tu vois, dans le nord de l'Angleterre, Manchester. Donc tout à prouver, tout à refaire. Un club qui appréhende le sport différemment, les Anglais qui appréhendent le sport différemment des Français. Des supporters, des vrais supporters, de l'attachement. En France, je dirais qu'on a plus de spectateurs. Un vrai attachement des supporters à leur club, tout le monde avec le maillot, tout le monde chante et tout. Et la culture un peu d'aller supporter. Incroyable. Et puis j'ai appris plein de choses sur moi parce que les Anglais sont bêtes et disciplinés, ce qui des fois est pas génial, mais dans la force du travail, c'est assez incroyable. Et donc j'ai compris que des fois il fallait pas trop réfléchir, il fallait baisser la tête et avancer et taper dedans, et ça c'était assez génial. Et j'ai eu la chance de rencontrer un préparateur physique qui m'a fait comprendre quelque chose qui est vraiment ancré en moi encore aujourd'hui. Tu vois, tout à l'heure je te parlais du footing. Pourquoi je te parle du footing? Parce que c'est encore une blessure qui est ouverte chez moi. J'ai pas cette qualité d'endurance. Je suis très vite, je suis très fort, j'étais puissant, mais j'ai pas cette qualité d'endurance naturelle. Et en fait, quand je suis arrivé, peu de temps après, on s'est assis autour de la table pour parler un peu. Et il me dit, je sais que t'es pas endurant. C'est pas grave. On va le travailler, bien sûr, parce qu'il faut que tu sois... un minimum. Même le mieux que tu puisses dans ce domaine-là. Mais on t'a pas pris pour ça, en fait. On t'a pris parce que t'es fort, parce que t'es puissant, parce que tu vas vite. Et il y a les 2 autres troisième lignes, ils peuvent courir pendant 4 jours, c'est des chevreuils. On s'en fout, en fait. Donc toi, ce qu'on te demande, c'est... on t'a pris pour tes qualités. En France, pendant 6 ans, même quand je jouais dans mon village, on me disait, tu cours pas assez, tu fais pas d'efforts, envoyer le négatif. Pas endurant. Mais c'est horrible. Mais même, j'y pense encore souvent, à ça. Tellement on m'a dit, et tellement on pensait que je trichais, que je faisais pas d'efforts. C'est d'une injustice incroyable. Et en fait, dans notre pays, on te pointe du doigt sur ce que tu sais pas faire. Et on veut te faire faire ce que t'es pas capable de faire, ce que tu sais pas faire, ce que t'aimes pas faire, alors qu'on va pas chercher tes qualités, on va pas te valoriser. Et quand Nick, il s'appelait Nick, me dit, nous on t'a pris pour tes qualités. Et on va faire que ça. Et en plus, tu vas rejouer 8, tu auras plus de temps pour récupérer, ça sera plus adapté à ton profil athlétique. Mais putain, mais quel soulagement. Mais qu'est-ce que j'ai souffert. Et je souffre encore. Ça fait 10 ans que j'ai arrêté. Fini, ouais, c'est fou. Mais c'est incroyable. C'est incroyable comment on peut abîmer les gens avec des phrases, en fait. Et c'est pas... je sais pas, c'est notre culture, en tout cas, on est comme ça. On va toujours voir le mal et on va pas voir le bien. Ouais, c'est vrai. Et c'est horrible. Et c'est horrible. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure qu'on élève nos enfants, et on leur apprend à être heureux, on les valorise. Voilà, on a une petite, la petite,
qui est l'artiste, voilà, qui dessine, qui peint. Mais vas-y, éclate-toi. La vie sera peut-être compliquée parce que c'est des métiers qui sont difficiles aussi. Tu vois, il n'y a pas beaucoup d'élus. T'es heureuse, mais vas-y à fond. Mais éclate-toi, fais-le. T'es brillante, t'es talentueuse. Et puis, peut-être que tu rencontreras quelqu'un, peut-être que tu le rencontreras pas parce que la vie est comme ça. Mais vas-y. Sois heureuse. Ouais, tu vas pousser la personne. C'est ça la vie. Il faut les accompagner et pas les brider, les accompagner là où ils veulent. En fait. Et pas leur dire. Pas les diriger. Et pas leur dire, mais ouais, mais en fait, t'es très droit, ils sont pas droits. On s'en fout en fait, parce que t'es très tordu, ils sont tordus et ils sont beaux. Et c'est ça qu'on aime, et c'est pour ça que t'es heureuse, c'est parce que t'es très tordu, ils sont tordus et ils sont beaux. Peu importe les métiers que veulent faire tes filles ou ont voulu, voilà, tu les as acceptés, tu leur as dit oui, allez-y à fond. Machin. Et soyez heureuse, parce que la vie est tellement courte, et puis arrêtez d'écouter les autres aussi, parce que vous êtes 1000 personnes selon 1000 avis différents en fait. Chacun a un avis différent de vous. Écoutez-vous, essayez de vous connaître, de comprendre vos leviers et soyez heureuse. Plaisir, quoi. Mais soyez heureuse. Il y a tellement de gens aujourd'hui qui font pas ce qu'ils aiment. Mais c'est une réalité. Il y en a beaucoup. Alors même quand on fait ce qu'on aime, on fait pas toujours ce qu'on aime. Il y a des choses qui ne sont pas super. Oui, il faut. C'est la vie. C'est la vie. Mais il faut essayer que la balance soit un peu plus dans le plaisir que dans la contrainte, quoi. Même en faisant du rugby professionnel, il y a des trucs qui ne devaient pas te faire plaisir au quotidien. Faire des footings. Faire des footings, c'est pas un enfer. Mais ça fait partie du job. Tu peux pas que avoir du positif. Ben non, il y a le plaisir. Et puis le plaisir passe par aussi. Quand tu finis un footing, que t'en as chié comme une bête, t'es heureux. Mais quand c'est fini, t'es heureux. Parce qu'après, sur le terrain, tu vas être meilleur aussi. Et puis t'es fier de toi. Quand tu te dépasses, quand tu vas plus loin, t'es fier de toi. Voilà. Tu vas prendre en 2014 3 matchs de suspension pour avoir mis une droite. Tu sais que t'étais pas courageux, mais t'avais sur le terrain, t'avais pas peur d'y aller. C'est parce qu'il faut avoir du courage quand même pour aller se battre avec quelqu'un ou tu vois, aller plaquer quelqu'un fort, etc. Faut quand même y aller. Tu vois, c'est. Ouais, je pense pas que c'est du courage. En fait, c'était mon métier. Tu vois, je te disais que j'avais des qualités, celle-ci en faisait partie. Je plaquais fort, je faisais mal. Quand je rentrais dans la gueule des mecs, je rentrais fort. Et c'était mon job, en fait. J'étais fait pour ça. C'était mon rôle dans l'équipe, en fait. Tu vois. Et il y en a qui savaient bien passer le ballon. Moi, je savais pas le faire. Il y en a qui tapaient bien au pied. Il y en a qui faisaient des jolis mêlées. C'est aussi la force de la différence. Et la force du collectif, en fait, tu vois. T'as tellement de différences que tu te dis, putain, quand même, je peux faire partie de ce collectif. Parce que je lui ressemble à lui. Alors, j'ai des qualités d'un peu de lui, tu vois. Est-ce que tu peux te représenter, en fait, dans un collectif de rugby, parce qu'il y a tellement besoin de différence, en fait, et de complémentarité, que c'est pour ça qu'on accepte tout le monde, enfin, que tout le monde peut venir tenter sa chance. Quand tu avais vu ça, tu avais dit à l'arbitre que tu avais touché le bras, puis après sur des images, on voit que tu avais un peu sur le visage, etc. Ça t'a fait une image un peu de dur. Est-ce que dans la rue, tu le voyais un peu, que les gens, tu vois, tu faisais un peu peur à certaines personnes? Alors là, c'était vraiment anecdotique. C'était une action qui est... Oui. C'était rien. Quand je croise même quelqu'un aujourd'hui pour la première fois, les mecs, toujours, c'est des blagues sur le mec qui est dur, qui est pas très sympa, Non, c'était mon job, quoi. Je pense pas du tout être ça, en tout. Enfin, je suis pas cette personne. Bien sûr. Mais ça me fait, c'est rigolo. Des fois, c'est un peu pénible. Des fois, au bout de 10 ans, c'est un peu lourd, quoi. Et ton image médiatique, tu disais, la barbe et ça, t'as pas cherché un personnage, t'étais comme ça, t'avais envie de te laisser pousser ça, c'était pas pour... Mais je pense que mon épouse l'a bien résumé. Quand je suis parti en Angleterre et qui a commencé à avoir un peu de notoriété, je me suis caché, en fait. Je me suis caché. En fait, ça, c'est pour me cacher. C'est pour qu'on me voit pas. Ça n'a pas trop marché. C'est un peu le contraire. Ça n'a pas trop marché. C'est comme les mecs qui mettent des lunettes de soleil et des casquettes. C'est ça. Du coup, tout le monde se penche pour voir qui c'est dans les avions. Mais c'est ça. C'est exactement ça, en fait. Ah, c'était pour toi. Ouais, c'était un peu... du coup, je disparais derrière. Ouais. Tu la remontes? Non, ouais. Je peux la remonter si tu veux, regarde. On me voit plus. Et tu disais que tu avais perdu la mémoire, ça c'est fou. Tu disais à des moments, tu avais même oublié
que tu avais fait une Marseillaise ou des moments particuliers que tu rêverais de te souvenir. Aujourd'hui, tu aimerais t'en souvenir, mais tu t'en souviens pas. Il y a des moments de ta mémoire. Il y a toute ma mémoire. Alors ça, j'en parle pas parce que ça regarde que moi. Enfin, il y a pas mal d'actions qui sont faites par d'anciens joueurs des collectifs parce qu'on a pris un peu des pètes au casque. Il y a le pâté qui a touché la boîte, comme on dit chez nous. Et c'est vrai que j'ai aucun souvenir, mais quand je dis aucun, c'est aucun souvenir d'une seule seconde d'un match de rugby que j'ai joué. Je me souviens pas d'une seule des 62 Marseillaises que j'ai vécues. Je me souviens de rien et des fois j'en parle à la maison et je dis à ma femme, en fait, je pense que c'est pas moi qui joue au rugby. Mais je suis très ça, je pense que c'est pas moi. Alors ça m'a rassuré parce que j'ai croisé un copain la dernière fois qui est docteur, donc qui est un peu plus réfléchi que moi et qui avait un peu le même problème, qui se rappelle de pas grand-chose et qui me disait, je pense que c'est pas moi aujourd'hui. En regardant d'aujourd'hui, je pense que c'est pas moi qui joue au rugby. Et moi, je pense que c'est pas moi qui joue au rugby parce qu'en plus, j'ai pas cette mémoire des moments passés. Putain, c'est fou. Et comme j'ai toujours pensé être un peu un imposteur, vu que je suis arrivé là par hasard, mais c'est vrai que je suis arrivé à 16 ans par hasard, je suis arrivé, l'autorité m'est tombée dessus, j'ai rien voulu. Enfin, tu vois, tout cet enchaînement et le fait de pas se souvenir, ben, je pense que c'est pas moi, en fait. Un peu l'impression de voir ta vie à la troisième personne. Il y a ce truc-là, j'ai regardé sur Internet aussi, il y a ce fait-là de certaines personnes qui ont l'impression de ne pas vivre leur vie, mais d'être à côté, de vivre un peu comme une marionnette. Justement. Ouais, mais non, je dirais pas ça, parce que ceux qui vivent ça, ils se rappellent de ce qui est vécu. Moi, je me rappelle pas. Mais tu te souviens de bons moments, quand même, de ta vie ? Je sais pas, la naissance de ta fille, des trucs, tu vois, des moments marquants ? Non. Je me rappelle de pas beaucoup de choses, mais vraiment pas beaucoup. J'ai 2-3 souvenirs et d'enfance. Et encore, je suis pas sûr que je m'en rappelle. Ah, aussi, on t'a raconté. Si on me les a racontés. Tu vois, c'est aussi... Des photos, parfois c'est un mélange de tout. Ouais. Et les médecins, t'es pas allé voir un neurologue ou un truc Non. Pour savoir, non. Quoi faire ? La mémoire ne reviendra pas. Putain, c'est fou. Je redécouvre ma vie. Et avant le rugby, par exemple, je sais que j'ai pas beaucoup de mémoire, j'oublie plein de trucs, etc. Mais est-ce que c'était avant le rugby, t'avais une différence avec après ? Je sais pas. Il y a des gens qui ont plus de mémoire que d'autres, tout simplement. Oui, bien sûr. Mais non, mais avant que de commencer à jouer au rugby avec que ce soit mon job, je m'étais jamais dit je me rappelle de rien. Donc c'est que je me rappelais un peu de 2-3 trucs. En 2007, tu vas faire donc pas mal de pubs, ton image plaît, là, tu vas jouer, on voit ces photos que vous voyez apparaître à l'image, tu fais des blagues, t'es dans l'autodérision tout le temps. C'est toi qui as initié ça, qui a proposé, quitte à faire des pubs, faire des trucs drôles, ou c'est les publicitaires qui t'ont proposé à chaque fois, en voyant ton image un peu dure, te dire tiens, on va te mettre en femme de ménage, là, tu vois, habillée avec un... Ouais, non, c'est les publicitaires. C'est eux qui te proposent. Ouais. Bah parce qu'ils voient que c'est que l'image du dur et du coup si on lui fait si on déporte complètement l'image sur du 2e, 3e degré très décalé, ça va marcher et ça marche. Puis je suis bon public, j'aime bien ça. Ils n'étaient pas gênés de te proposer ça au départ ? Non. À la réunion d'arriver, ils s'en foutent en fait. Ils ont juste des idées, ils sont convaincus puis ils y vont. Donc non, c'est chouette. J'ai fait plein de choses, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait des trucs super qui m'ont éclaté, des trucs un peu moins bien à la fin. Et je les ai toujours choisis, voilà. Et c'est toujours des histoires de rencontres, en fait. C'est pas tant la marque, pas tant le budget, pas tant le machin. Quoi. J'ai fait des trucs pour beaucoup d'argent, des merdes, et j'ai fait des trucs pour rien du tout, qui étaient génial. Voilà, tu t'es éclaté, ouais. Moi, j'ai pas d'argent, tout passe par moi directement, c'est simple. C'est pas ma vie, en tout cas, c'est pas ma vie. Je veux pas faire de ma vie professionnelle, gérer mon image, c'est pas ma vie professionnelle principale. Elle est là, donc je le prends. Il y a des trucs à faire sympas, donc on les fait. Un peu d'argent à prendre, donc on le prend. Bien sûr. Mais si j'avais un agent, je gagnerais 10 fois plus, très certainement. Mais ce que je fais aujourd'hui me va très bien. J'ai pas le temps de faire ça non plus. Je veux pas en faire un métier à part entière et je veux pas que ce soit l'unique activité de ma vie. Attendre que des marques appellent Sébastien Chabal. Non, c'est pas ça en fait. Moi, je veux construire des boîtes. Je veux m'éclater en fait, je veux faire ce que j'aime. Et aujourd'hui, ce que j'aime, c'est entreprendre. Il va y revenir juste, attends, j'avais noté 2007. Non, c'est juste que je me suis emballé. Enfin, non, t'inquiète, non, au contraire. J'aime pas parler, mais des fois, je fais des tunnels en fait.
Non, mais c'est-à-dire que t'es bien aussi, puis que voilà. Non, mais attends, je reprends la chronologie parce que c'est important de bien comprendre toutes les pièces du puzzle avant d'arriver justement au métier d'entrepreneur et à ton nouveau business. Et tu vas nous l'expliquer après justement les burgers de Joe. En 2007, tu deviens le rugbyman français le mieux payé. Donc, tu arrives au top, entre guillemets, de ton métier. Bon, le top en termes de salaire. Oui, le top, c'est d'abord sur le terrain. Oui, mais c'est pour un bien. sportif. Oui, c'est bien d'être le plus payé, mais j'aurais préféré gagner beaucoup plus de titres et être beaucoup moins bien payé. T'as déjà eu une belle carrière. T'as eu un manque, tu regrettes un truc? Non, très honnêtement, j'ai pas de regrets parce que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait en conscience, vraiment. Tous les choix qui ont été faits, tous les clubs dans lesquels je suis allé, c'est moi qui ai choisi d'y aller, vraiment. Et je regrette pas, mais c'est sûr que quand tu es sportif de haut niveau, tu joues pour gagner des titres aussi. Et j'ai pas gagné grand-chose, donc j'aurais bien aimé gagner un bouclier quand même. Un bouclier avec Bourgoin, ça aurait été avec ce club qui était le petit village gaulois. À l'époque, qui cassait la bouche à beaucoup de clubs quand même. On était un peu pénible. On a eu une super génération, on a une génération incroyable à Bourgoin. Et ça aurait été chouette qu'on mette ça dans un bouclier dans la bibliothèque du CSBJ, ça aurait été beau. On aurait pu le faire mais le sport, c'est la beauté du sport. T'es jamais, t'es loin, t'es pas loin. C'est un jour c'est pour toi, c'est pas pour toi le rebond, le mauvais rebond. T'as bossé dur, t'as réussi à gagner un peu ta vie. Est-ce que t'as changé quelque chose dans ton quotidien grâce à l'argent, te faire des plaisirs? Est-ce que c'est important on parle toujours des trucs négatifs, mais quand ça marche, est-ce que t'as pu te faire un plaisir? Je pense que quand on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, je trouve que c'est une belle connerie. Mais de pas t'inquiéter. De pouvoir aller au resto, de pouvoir changer la machine à laver, de changer la voiture. Non, je vais pas changer grand-chose. J'ai une belle maison, un peu trop grosse sûrement. À l'endroit où tu vis, quoi. Oui, mais sinon, sinon j'ai pas de grosse bagnole, pas de... Non. Mais c'est agréable d'avoir réussi et de pouvoir, effectivement, tu vas ne plus regarder... Mais c'est ça, en fait, le luxe... Si t'as une fille, tu veux lui payer quelque chose. Le luxe, c'est ça, en fait. Les études. C'est de pas avoir à raconter, en fait. Tu sais que c'est... Voilà, il peut arriver à peu près tout ce qui peut arriver, ça devrait aller. T'as vu une différence avec le rapport à l'argent entre l'éducation française et l'éducation anglaise, toi qui habites en Angleterre? L'argent, directement, je pourrais pas t'en parler correctement, mais en tout cas, il y a ce rapport à la réussite. Donc forcément, quand tu réussis, tu gagnes de l'argent. Et les anglo-saxons admirent la réussite. S'intéresse à la réussite, mais pas pour la jalouser. C'est la grosse différence entre nos cultures. En fait, nos cultures de français et de latin, où si tu réussis, nous, normalement, t'as volé quelque chose, t'as escroqué quelqu'un, Il y a anguille sous roche, quoi. Il y a anguille sous roche. Alors que les Anglais vont dire, putain, mais comment t'as fait? Explique-moi, raconte-moi. Je veux faire pareil, quoi. Je vais essayer de faire pareil, je veux m'inspirer. En fait, nous, c'est horrible à dire, mais nous, il faudrait qu'on gagne tous 500 balles et qu'on bouffe des patates. Et tout le monde serait heureux. En fait, ça marcherait pas, en fait, parce qu'on ne n'est pas identiques, on ne n'est pas égaux, on est tous différents. Et puis je l'ai fait, c'est ce que je disais, je l'ai vécu dans ma carrière sportive. Il y a des grands, des maigres, des longs, des gros, des qui courent vite et tout. Et il y a besoin de cette différence. Et malheureusement, nous, on ne comprend pas. En fait, nous, un mec qui réussit, il faut qu'on lui tape sur le coin de la gueule, il faut qu'on essaye de lui piquer tout ce qu'il a. On brûle ses idoles en France. Ouais. Je sais plus qui disait ça, mais on aime bien les prendre, les mettre très haut, puis les brûler. Tu vois, ça arrive avec des gros footballeurs, on met tout le temps là, et puis d'un coup, Carrément. Toi, t'as pas eu d'attaque, t'as pas été... Et ça, c'est comme j'ai jamais été le meilleur joueur, du coup, ça a été, tu vois. Je suis passé... Entre les mailles du filet. Ceux qui n'étaient pas sympas, ils avaient peur. Tu regardais ce que les gens pensaient de toi sur Internet, ou tu demandes à ta femme ou à tes filles de regarder, ou tu t'en fous? Non. Alors, je te dirais pas que j'ai pas regardé. Je lisais pas un peu la presse au début quand oui, bien sûr. Je les ai souvent trouvés assez durs à mon égard. De par ma notoriété, du coup, tu vois, t'as un décalage en fait, t'as un prisme de vision qui est décalé. Du coup, on te met beaucoup plus de choses où les reproches sont beaucoup plus injustes. C'est plus de ta faute. C'est plus de ta faute. Donc ça m'a un peu fait mal. Mais comme la notoriété est arrivée quand j'avais déjà un peu d'expérience, tu vois, 28, 29 ans, j'étais marié, j'avais mes filles, enfin tout allait, j'étais plutôt rangé des bagnoles.
puis je m'en fous des autres, en fait. Et puis plus ça avance dans l'âge, plus je m'en fous des autres, en fait. Non, mais ceux qui sont pas contents, c'est pas content, je peux pas plaire à tout le monde. Passe ta route, quoi. Va voir les gens que tu as envie d'aimer. Voilà, là, aujourd'hui, c'est ce que je dis aussi beaucoup, c'est que j'ai plus envie de m'emmerder avec les cons, quoi. Voilà, si on peut les éviter, on les évite. Puis on fait ça entre gens qui s'apprécient. Et puis tout le monde, les cons, ils sont heureux ailleurs. Et puis moi, je suis heureux sans eux, donc... Non, mais j'ai jamais compris les gens qui vont critiquer quelque chose qu'ils aiment pas. Autant aller voir quelque chose que t'aimes. Ouais. Mais quelle perte de temps. Mais non, mais non, mais c'est qu'ils n'ont pas de vie. C'est horrible. Ces gens, c'est des pauvres gens, en fait. Si tu as le temps d'aller critiquer des trucs, mais pourquoi, en fait? Pourquoi? Sors, va voir la nature, va te promener, va dans la forêt, va promener ton chien, voir des animaux, enfin... La vraie vie, quoi. Mais oui. Ouais. Non, passer ton temps derrière un truc, en plus anonymement, aller bavasser, des trucs... Toi, ça fait 24 ans que t'es avec ta femme, là, aujourd'hui. Elle t'a suivi en Angleterre, elle a suivi tout ton parcours, elle a dû déménager. C'est pas facile d'être une femme, j'imagine, un grand sportif, et d'accepter de changer de pays carrément, etc. Si elle a une carrière en même temps, c'est difficile. Elle s'est mise entre parenthèses, hein. Elle a arrêté son boulot. Elle bossait dans la photogravure, un métier passion aussi, à Boron. Alors le métier a disparu petit à petit, est parti dans les autres pays. Donc voilà, puis on s'est rencontrés, et puis on a eu notre petite, et puis on est parti en Angleterre, et elle s'est toujours... voilà, on dit que derrière chaque homme, il y a une grande femme, ou je sais plus l'expression, je crois que c'est derrière chaque grand homme, alors je me considère pas comme un... Ouais, c'est pour ça que c'est gênant de dire, je t'ai vu changer volontairement. Donc voilà, on s'est compris. Chaque grande carrière, on va dire. Et forcément, parce que ça a été mon pilier, ça a été, comme je te disais, elle m'a aidé vraiment à me comprendre, à m'écouter, aussi dans les relations interpersonnelles. Voilà, c'est quelqu'un de très très intelligent, et qui a une réflexion profonde sur la relation avec les autres et sur soi-même. Donc voilà, j'ai grandi à côté d'elle, et puis heureusement qu'elle était là, parce que je pense que j'aurais pu faire plein de conneries. Ah oui? Je pense. Dans quel sens? Je suis un peu excessif. Je peux être un peu excessif. Donc j'aurais pu partir un peu dans tous les sens. Il y a Giroud qui était, je sais, à l'époque de l'Auxerre, faisait hyper attention aux soirées des joueurs. Non, mais c'était pas Giroud, mon épouse. Si c'est ce que tu crois. Si tu voulais un scoop, j'ai jamais eu de relation avec Guy. Non, mais est-ce que c'était pareil dans le rugby? Est-ce que tu avais le coach qui regardait, il disait vous sortez pas ce soir? Oui, mais entre ce qu'il disait, entre dire ne sortez pas et puis aller collecter l'information auprès de tous les videurs de boîte, regarder... Comme il faisait lui, Giroud, c'était fou. Les compteurs des bagnoles, il allait regarder le kilométrage des bagnoles le soir pour être sûr que les mecs partent. J'ai reçu Giroud dans une précédente émission. C'est génial. C'est peut-être c'est toi que j'ai écouté ça. Il donnait, je crois, 500 francs à des péagistes, aux péagistes, pour savoir, et s'il y avait une des voitures avec les plaques d'immatriculation, s'il reconnaissait le joueur, il devait appeler Giroud tout de suite. C'est génial. Et le mec, c'est incroyable. C'est génial. Une autre période. C'est génial. Il mettait des antivols en mobilette. C'est génial. Non, mais t'imagines, la nuit. t'imagines comme il aimait ses joueurs pour faire ça. Ouais, c'est fou. Parce que là, il faut pas. Il n'y en a plus des coachs comme ça. Vraiment à donner, tu vois, aller récupérer le ballon. C'est ce qu'on a montré de Giroud aussi, ce côté un peu pingre, à récupérer et tout. Mais oui, parce qu'il pouvait laisser un ballon à l'époque où il a demandé le ballon, je crois que c'était quand même... Mais ce que je veux dire, c'est que on peut se dire qu'il voulait tout surveiller. Il voulait le meilleur. Mais il voulait le meilleur pour ses joueurs. Ouais. C'est de l'amour, en fait. Quand on fait ça, alors on le voit pas tout de suite quand on est jeune et quand tu l'as sur le dos. Ça doit pas être très rigolo quand tu as envie de faire 2-3 incartades. Mais en fait, c'était juste pour le bien de ses joueurs, en fait. Comment on fait pour faire durer son couple 24 ans avec une carrière aussi incroyable? Comment est-ce qu'on arrive à l'équilibrer? Comment on arrive à l'équilibrer? J'en sais rien. Ça s'est fait assez naturellement. Je pense que on a un vrai équilibre. Le fait d'avoir nos propres moments de solitude. Tu vois, des moments où on n'est pas ensemble. Tu pars faire un match, t'es un peu seul. Tu pars quelques mois, donc du coup... Et c'est encore ce qui se passe aujourd'hui, parce que même si je suis beaucoup plus à la maison, je pars aussi des fois 2-3 jours, donc tu vois, ça nous laisse nos moments à nous. Et je crois aussi que c'est ce qui fait la force de notre couple. Je demande souvent, mais c'est assez intéressant, quand on réussit, on a peur que ses enfants n'aient pas, entre guillemets, je sais pas comment ils disaient, mais l'œil du tigre, tu vois, qu'ils aient envie, qu'ils aient faim.
Parce que quand on a connu une période sans avoir trop d'argent, on s'est bougé pour en avoir. Et c'est une crainte de plein de parents qui ont réussi. Comment est-ce que tu essayes de donner sans trop donner? Tu vois ce que je veux dire dans l'éducation pour qu'ils aient aussi envie de se bouger? C'est super dur. Ça, c'est super dur. C'est super dur. Entre faire plaisir ou t'as envie de lui offrir un truc que t'as pas pu avoir, par exemple. Alors, je pense que j'ai perdu la bataille. Parce que, comme je disais tout à l'heure, je pense que la vie aurait été beaucoup plus dure pour elle si il y a que moi qui avais choisi. Donc c'est là où je dis j'ai perdu la bataille. Mais je suis content de l'avoir perdu, parce que quand je vois les jeunes femmes qu'elles sont aujourd'hui, elles sont d'aplomb, la valeur de l'argent, elles le connaissent, elles sont pas capricieuses, elles veulent pas des trucs, des machins, enfin vraiment pour ça, je pense qu'on a réussi ensemble avec mon épouse sur ce point-là. Mais c'est vrai que j'y ai beaucoup pensé. Et des fois, quand elle partait en ville, tu vois, faire les achats, et qu'elle revenait avec 3 pulls de pantalon, ça me rendait fou, en fait. Pas la valeur de ce que... Non, bien sûr. Mais c'était trop facile, en fait. Nous, alors, on n'est pas dépensé, je suis peut-être pas un bon exemple, mais voilà, classe moyenne, pas beaucoup d'argent, mais très heureux. Nous, à la rentrée, on allait sur le marché à Valence, on avait un survêt, un jean, une paire de chaussures, deux pulls et 3 pour l'année. Et on faisait l'année. Ouais. Et c'était super. Et l'année se passait très bien. Et t'as vu, il rigole. Antoine qui filme. Non, mais c'est pour dire la différence de génération. C'est fou. Non, mais c'est vrai. Hein. Je trouve ça étonnant. Bien sûr. Ouais. C'est évident. Et commun, quoi. si, c'est commun à nous. Moi, j'avais une paire de chaussures en septembre pour l'année. Oui, alors en septembre, on est bien d'accord, à la rentrée. Et j'arrive avec mes chaussures neuves. Et tout le monde s'amusait à écraser les chaussures des autres. Mais c'est fou. Pour les salir. C'est vrai, t'as connu ça? Oui, bien sûr. Tout le monde essayait le jeu, le 1er septembre, t'écrasais. Et c'est pour ça que... Se tirer vers le bas. Et c'est pour ça que... C'était vraiment... Et c'est pour ça que quand, à n'importe quel moment de l'année, sans aucune raison, tu vas acheter 3 pulls et 2 pantalons, c'est pourquoi, en fait? Ouais. Et on consomme beaucoup plus qu'avant, mais... Oui, après, c'est aussi cette société de consommation, mais du coup, je pense que c'est bien, parce qu'elles ont vu qu'on n'était pas excessif, qu'on n'était pas dépensier, qu'on n'était pas des flambeurs, tu vois. Donc déjà aussi, ce que je disais tout à l'heure sur l'éducation et sur la politesse et tout ça, je pense qu'aussi, elles regardent aussi qui sont leurs parents et comment ils fonctionnent. Elles apprennent aussi des choses. Et je trouve que c'est chouette qu'elles aient pu avoir un peu plus que le minimum que je leur aurais donné, tu vois. Parce que pourquoi ne pas leur donner un peu plus quand tu peux alors qu'on aussi. peut. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est toujours le truc entre en faire des agneaux, c'est ce que tout le monde dit, c'est une vraie discussion. Et je sais que ça marche souvent. C'est nombreux à regarder les vidéos où ça parle d'éducation des enfants, parce que c'est tous les parents se posent la question. Tu vois, moi, à partir de 14 ans, je suis allé ramasser les pêches, les poires, j'ai ramassé... C'est des boulots? Les maïs, j'ai castré les maïs, j'ai fait 1000 choses pour gagner des sous, pour pouvoir passer mon année, gagner des sous, et puis acheter un pot pour ma mobilette, et puis acheter un carburateur, et puis... tout ça, quoi. Et tu vois, je le disais à ma petite, je lui disais, il faudrait bien que tu ailles travailler un peu, tu vois. Les boulots d'été, bien sûr, job d'été. 16 ans, on y va. Eh oui. Mais il y a toujours, machin, truc, non, pas... Voilà. Pas cet été. Et en fait, depuis l'année dernière, l'été dernier ou l'été d'avant, toute seule, elle a trouvé un petit job. En plus, elle a de la chance à côté de la maison. Voilà, on a une ferme avec des maraîchers et une petite boutique. Donc, tout l'été, elle a été faire la marchande. C'est hyper important de bosser l'été. De comprendre. Bien sûr. Et du coup, elle reste tous les samedis aller-retour. Maintenant, tous les samedis matins. Et tu vois, tout à l'heure, quand je te disais que mon père avait dit à ma mère qu'il était fier de ses enfants et de ce qu'on était devenus, et ben sa patronne, elle dit, mais qu'est-ce qu'elle est bien cette petite, qu'est-ce qu'elle est bien éduquée. C'est fabuleux. Et là, tu dis, t'as réussi. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu seras est-ce que tu peux être un beau-père un peu dur par rapport aux garçons qu'ils vont ramener ou à leur chérie qu'ils vont avoir dans la vie? Est-ce que tu as eu un peu de mal à accepter comme beaucoup de papas? Non, enfin, oui et non. On dit toujours non, mais ma grande, on avait une maison à Drôme où on passait nos vacances quand on était en Angleterre. Et c'était l'époque où elle a commencé à fréquenter les garçons et elle avait cassé les pieds à mon épouse pour faire venir son copain quelques jours. Donc j'ai dit non. Elles m'ont traqué, elles m'ont eu. Il est venu. Et ben, je sais pas, il est resté 3, 4, 5 jours. Je lui ai dit bonjour. Et je lui ai dit au revoir. Je pense qu'il n'a pas dû passer un super séjour à la maison. Tu le regardais méchamment en mangeant ou pas? Non, tu mangeais ta soupe, tu buvais ta soupe. Non, mais il était en face de moi, je lui parlais pas, quoi. Et c'était génial.
c'est génial, j'ai passé un moment extraordinaire. Et elles ont voulu qu'il vienne, il est venu. Voilà. Mais il n'est pas revenu. Il n'est pas revenu. Et la petite, elle a ramené ou tu t'es plus cool maintenant? Non, oui, ça va. Non, mais c'est pas facile. En vrai, c'est un vrai sujet pour tous les pères avec leurs filles. Tu te dis, c'est toujours encore plus protecteur. Et d'ailleurs, les mamans avec leurs fils aussi, hein, elles ont du mal à voir une c'est ça. femme qui va rentrer dans la vie. Je pense que c'est plus compliqué pour les. On dit toujours les hommes. Pour les mamans avec leurs. C'est compliqué dans les garçons. Tu vas annoncer ta fin de carrière en 2014. Ouais. À l'époque, tu avais 36. C'est ça, à peu près. C'est ça. 37. Ouais, 36, 37 ans. Pourquoi tu décides de mettre fin à ta carrière? Ouais, parce que ça commençait à sentir le sapin. Déjà, à 36, 37 ans, sportif. Non, mais t'étais encore. Tu jouais? Oui, je pouvais. Alors, je finissais. J'ai fait mon dernier bout de carrière à Lyon, parce que je venais de me faire virer du Racing. Je m'entendais pas avec mon entraîneur, donc voilà, ça s'était pas très bien passé. Et du coup, je vais finir à Lyon, club de Pro D2, deuxième division, qui avait une grosse ambition et les moyens d'atteindre ses ambitions. Donc je pars, je signe 2 ans avec l'idée de reconstruire, d'écrire une page de ce club, le début du bouquin. Et au bout de 2 ans, enfin au bout de 1 an et demi, au début de la 2e année, j'ai plus envie en fait. J'ai plus envie de jouer. Tu sens d'un coup. Ah mais la tête. Et c'est là que tu te rends compte que la performance est faite par la tête à 95%. J'avais plus envie, en fait, tu vois. Je rentrais sur le terrain. T'avais plus de jus, quoi. C'est même pas le jus, j'avais plus la flamme, en fait. C'est plus la flamme. Plus la flamme. Et là, mais je rentrais m'entraîner, mais je me disais, en boucle, mais qu'est-ce que je fous là? Et après, pendant les matchs, tu vois, le week-end, le match, c'est génial, t'as le public. Oui, normalement, c'est le moment où t'as rêvé. Je regardais, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fous ici, en fait? Mais c'est génial. Non, mais je souhaite à tous les sportifs de finir comme ça, de plus en avoir envie, en fait. Au moins, t'as pas de regrets. Tu t'arrêtes pas parce que sur une blessure, tu t'arrêtes pas parce qu'il y a plus un club qui veut de toi, le coach qui veut plus de toi. En fait, c'est toi qui a plus envie, c'est ta tête qui a plus envie, qui veut passer à autre chose. Donc, ça a été génial. En 2020, quelques années après, tu vas vivre un moment tragique, le suicide de Christophe Dominici, qui était un ancien coéquipier et ami, je crois, de toi. Comment tu l'apprends? Je l'apprends par, je sais plus si c'est un copain ou la radio. Et je pense que on le savait tous que ça pouvait arriver avec Christophe, parce que c'était quelqu'un de fragile. C'était une immense tristesse, parce que c'est quelqu'un qui aimait les gens aussi, qui rigolait, mais qui avait cette lourdeur et cette souffrance au fond de lui, qui traînait, je pense, depuis le décès de sa sœur petite. Enfin, il y avait quelque chose qui traînait, on voyait qu'il y avait quelque chose de lourd en lui. Et quand je l'ai appris, ça m'a pas surpris. Ah oui. Parce que, comme je te dis, avec Christophe, on savait que c'était possible. Et c'était une immense tristesse. Parce que c'était quelqu'un qui aimait les gens, qui aimait la vie. Et malheureusement, il y a eu un moment. Voilà. Il était sensible? Très. C'est ça? Ouais, hyper, oui. Christophe, c'était quelqu'un de différent. C'était quelqu'un de différent. Avec une hypersensibilité, excessif. Ouais. Toi, tu as eu des périodes aussi où le moral allait moins, où tu es assez constant. Il y a 2 types de personnes. Je pense être assez linéaire. Après, je pense que je le montre pas beaucoup non plus. Je pense que j'arrive à le cacher assez bien. Si on me connaît pas bien, mon épouse aujourd'hui, quand ça va pas très bien ou quand il y a quelque chose, le décèle très très facilement. Mais non, je pense être plutôt linéaire. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de choses, de mon point de vue, vu de ma fenêtre, qui méritent qu'on se tracasse trop. Voilà. Alors, bien sûr, il y a des histoires horribles, tu peux perdre un enfant. Et là, je parle pas de ça. Mais dans la vie de tous les jours, et ça, on est en bonne santé. Oui, on peut manger. On peut manger.
La famille est heureuse, donc allez, on avance. T'as gardé contact avec des collègues de rugby de l'époque ou pas trop? Pas beaucoup. Pas beaucoup? Pas beaucoup. Pas beaucoup parce que je suis un très mauvais communicant. Et vu que je parle pas pour rien dire, tu vois, envoyer le SMS ou appeler le mec pour dire « Ah, Salut, ça va ?» Ouais. En fait, je sais pas le faire. Tu vois, j'ai envie de t'appeler parce que je t'ai pas parlé depuis 6 mois. J'ai rien à raconter parce que je vais pas te raconter ma vie. C'est quoi ton lien avec le rugby aujourd'hui? T'es commentateur? Ouais, je suis consultant, ouais. Tu continues? Ouais, ouais. Pour comprendre un peu ta carrière, tu vas parler d'entrepreneuriat, mais comprendre ce que tu fais aussi toujours en parallèle avec le rugby, donc tu continues de... Ben, j'avais complètement coupé parce que je pensais pas rester dedans, tu vois, quand j'arrête en 2014. Et Qu'est-ce que tu fais d'ailleurs à 2015, 2016, juste après? Qu'est-ce que tu... Ben, qu'est-ce que je fais? J'avais la chance d'avoir gagné un peu d'argent, de pouvoir prendre le temps de réfléchir et de découvrir, pas de souffler, parce que ça va souffler, c'est bon. Non, mais t'as oxygéné le cerveau avec d'autres choses. Oui, voilà, c'est ça, voilà. Aller découvrir le monde, en fait. Voilà. Découvrir le monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat. Rencontrer d'autres gens, d'autres milieux. Exactement. Et comprendre un peu ce qui pouvait potentiellement m'attirer. Parce que je savais que même si j'avais choisi d'être tourneur-fraiseur, je savais que je ne retournerais pas à l'usine derrière une bécane. C'était une certitude, mais je ne savais pas réellement ce que j'allais faire. Donc pendant 3-4 ans, j'ai balbutié, butiné, j'ai rencontré des gens, et jusqu'au jour où mon épouse me dit, ça devait être en 2018, 4 ans après, elle me dit, bon, c'est super, je vois que tu es heureux, mais tu t'épuises, tu fais beaucoup de choses qui, en fait, ne servent à pas grand-chose. Ça serait bien que tu te poses un petit peu maintenant, au bout de 3-4 ans, et que tu réfléchisses à ce que tu as envie de faire demain, quoi. Parce que tu vas pas continuer à faire l'électron libre pendant 107 ans et pas penser à toi et pas construire. C'est quoi faire l'électron libre, pardon, petite pause, mais qu'est-ce qu'on fait quand on a fait autant de rugby, qu'on se retrouve chez soi d'un coup, on va à la piscine, déjà, on se joue au ping-pong Ah non, pas du tout. Ah non, déjà, tu as 1000 sollicitations. Donc je savais pas dire non. Ouais, ça c'est le problème. C'est dur de dire non. On parlait des causes, des machins, mais tout le monde a une bonne raison pour que tu viennes, en fait. Attends, mais viens, s'il te plaît, là, c'est pour une... Ouais, du coup, tu peux pas dire... Pour ma boîte, pour mes salariés, pour mon truc. Ouais. Donc j'ai beaucoup dit oui. Donc j'ai fait beaucoup dans tous les sens. Mais c'était génial parce que ça me permettait aussi de comprendre plein de choses, de voir un peu en dehors de ce monde du rugby. Et donc c'est ce que j'ai fait en fait. Et j'ai monté 1 ou 2 boîtes où je me suis à peu près associé dans les trucs un peu foireux, machin, mais à apprendre. Donc c'était cool, c'était vraiment bien. Il faut se planter dans l'entrepreneuriat, c'est obligatoire. Tous les mecs. Mais dans tout. Ouais. Et donc mon épouse me dit en 2018, pose-toi et réfléchis parce que ça va pas faire en fait. En fait, je regarde et je me dis vraiment, je suis pas fait pour être salarié parce que c'est pas possible en fait. J'aime trop ma liberté. Et j'avais monté Rockfield, ma marque de vêtements, en 2007 avec des professionnels du textile. Alors j'en étais l'égérie. J'avais un contrat de licence de marque que j'avais signé pour 10 ans parce que j'étais à l'époque en Angleterre. Je savais pas si ça allait me plaire ce milieu et tout ça. Et en fait, en reposant tout, je me dis, non, ouais, en fait, c'est Rockfield. C'est une marque de grande taille, hein, pour ceux qui... Oui. Ils font des grandes tailles, élégantes, mais grandes tailles. Les grandes tailles, on est très fort dans les grandes tailles. On lance le 6XL, d'ailleurs, ça fait... 6XL? Ça fait grand. Ah ouais. Tu fais combien, toi? Moi, je suis en double. Double XL. Et en fait, je m'aperçois qu'en fait, en haut de la pile, il y a Rockfield qui arrive. Sauf que je suis plus tout à fait aligné avec les valeurs et l'ADN des dirigeants de l'époque. Et donc, je décide de racheter la boîte. Je décide de racheter la boîte en 2019. Bonne idée, 6 mois avant le Covid. Super. C'est vraiment... Le mec, il a du flair, tu sais, le mec, il a du pif. Vraiment. Et je le rachète avec... il y avait le directeur commercial on s'associe. J'ai un troisième camarade, Eric Marie, qui est avec nous aussi. On est 3 associés. Et on est très complémentaires. Eric Marie gère le quotidien. Tony gère les équipes métiers. Et moi, je chapeaute un peu tout ça. Et moi, ça me laisse beaucoup de liberté parce que eux gèrent le quotidien. Et moi, ça me laisse encore beaucoup de liberté pour aller voir plein d'autres choses parce que je sais pas rester en place. T'as une sorte de VRP de luxe de la marque. Ouais. Tu vas à l'image. Ouais. Et donc voilà, donc on reprend ça en 2019. Mais comme la marque appartenait à un groupe
Du coup, on récupère une marque avec quelques actifs, mais pas de salariés, parce que tous les salariés faisaient partie du groupe quasiment. On récupère à 8. Donc il y a tout à reconstruire, tous les outils IT à reconfigurer, à reprendre, une équipe à monter. Le Covid arrive, truc. L'écroulement des ventes. Eh ben non. Non. Eh ben ça a été un moment qui était incroyable. Alors Tony, qui est mon associé, qui gère tout le commerce et toute la partie métier, est quelqu'un de brillant commercialement. Et on a profité en fait du Covid pour recréer des liens différents avec tous nos partenaires, que ce soit nos fournisseurs ou nos revendeurs. Et donc je pense qu'on a tiré notre épingle du jeu et en 5 ans on a fait deux fois et demi le chiffre d'affaires. C'est le plus que t'as, là, hein? Oui, c'est ça. C'est ça, ouais. Comme ça, on voit le petit logo. Si vous écoutez en podcast audio, on voit un rugbyman qui court. Début de l'entrepreneuriat, réellement? Réellement. Première boîte? Alors là, c'était pas réellement de l'entrepreneuriat, parce que je reprenais une boîte qui a été montée. Qui faisait mais c'est quand même entrepreneur. Oui, mais pour moi, entrepreneur, c'est que tu montes ton business. Tu vois. À zéro, ouais. À zéro. De zéro. Et là, on reprend une boîte qui fait 7 millions. Alors, aujourd'hui, on va en faire entre 18 et 20, là, cette année. Le chiffre d'affaires, tu vois. Le chiffre d'affaires. Mais oui, donc ça me conforte dans le fait que monter une boîte, la faire grandir, monter les équipes, c'est ce que je veux faire. Mais j'ai bien conscience que le bon sens ne suffit pas pour gérer une boîte. Donc je vais refaire un MBA, je retourne un peu sur les bancs de l'école. MBA, c'est un diplôme, ouais. Ouais, c'est un diplôme. Alors je me faisais Management business. Ouais, alors moi j'avais fait un bac pro en alternance productique mécanique pour être tourneur-fraiseur. Et je me faisais une grande idée des grandes écoles, tu vois, donc l'école de commerce, machin. Et en fait, je m'engage avec Fred Michalak. Okay. Fred y va, on bossait à Canal ensemble et on se retrouve dans le train un jour pour monter à l'émission et Fred me dit du coup je me suis inscrit et tout. Je dis putain, moi ça faisait longtemps que je voulais le faire, allez tu y vas. Ça a été mon déclencheur. Quand je dis je suis un suiveur, tu vois. Et il me dit je vais faire le truc gestion d'entreprise, tu vois, un peu généraliste. Je dis j'y vais. Donc du coup j'y suis allé, c'était bien mais c'était pas tout à fait. Si j'avais regardé d'un peu plus près, j'aurais pas pris toutes les briques, parce que des trucs qui étaient un peu chiants. Mais ça m'a appris plein de choses, tu vois, sur la disruption, sur le marketing, sur la finance. La gestion d'équipe aussi, non? Non. Est-ce que c'est plus dur de gérer une équipe ou de gérer une équipe sur un terrain? Ou de gérer une équipe dans une boîte? C'est pas facile non plus. C'est plus dur dans une boîte. C'est 1000 fois plus dur dans une boîte. Parce que sur un terrain, on se parle mal, quoi. Non, mais tu peux dire des choses. Non, mais l'entreprise, il va dire à ton salarié, t'es qu'un enculé, putain, tu t'y es pas filé. T'es au prud'homme au bout de 3 jours. Ouais. Non, mais c'est vrai. Donc, au rugby, c'est facile. Il n'y a pas d'arbitre à côté. Tu te mets 2 tartes dans la gueule sur le terrain. Alors, non, mais voilà. C'est plus direct, quoi. C'est plus simple. Et c'est pas tordu. Enfin, dans l'entreprise, il y en a qui sont tordus. Il y a des gens qui sont tordus un peu. Tu vois, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est ce que disent beaucoup d'entrepreneurs. Le plus dur, c'est l'humain à gérer. L'humain est compliqué. Hein. Que tout le monde aille dans le même sens. Et là, tu te fais aider par tes amis, tu disais, par tes associés. Ouais. Plusieurs. Ouais. On va arriver après. On va arriver parce que tu as un nouveau business que tu vas lancer, que tu lances. On va en parler dans 2 secondes. Pour comprendre le cheminement juste, j'avais oublié de le faire tout à l'heure, mais il y a une photo de toi sans barbe à l'époque. Sébastien, qui a préparé l'émission avec toi, me dit putain, mais regarde, on dirait Antoine Dupont. Alors moi, je trouve pas. Alors quand il m'a dit ça, quand on a préparé l'interview, je lui dis alors j'ai jamais vu ma tête jeune avec celle d'Antoine Dupont. Je pense pas, mais pas du tout. Et pas le sosie, mais je vois ce qu'il veut dire. Mais en fait, c'est juste c'est juste que là, les cheveux courts et mal rasés, quoi. Tu dois pas être très physionomiste. L'embrasse qui est derrière. Non, mais c'est vrai. Tu penses quoi de l'équipe de France, d'ailleurs, actuelle de rugby? Tu regardes toujours ou Ah oui. Quand tu bosses pas, je veux dire, il y a des fois tu travailles évidemment, tu regardes, mais est-que des fois tu regardes même toujours pour le plaisir? L'équipe de France, je la regarde pour le plaisir. Ouais. Sauf que je bosse pas. Moi, le lien que j'ai avec le rugby, c'est le top 14, c'est le championnat. C'est pas l'équipe de France. Donc les jours où quand il y a l'équipe de France, je bosse pas. Ça a été un amour fou avec ce sport, forcément. Et un attachement incroyable. Mais parfois, il y en a qui arrêtent et qui arrêtent complètement de regarder. Je pense que l'équipe de France, tu la regardes toujours un peu, quoi. Et t'en penses quoi aujourd'hui, l'équipe de France? Mais je pense que j'aurais pas eu ma place dans cette équipe, tellement il y a de talent. Vraiment. Je crois qu'on a une chance incroyable. Une génération de fous en quantité, en qualité. On a la chance d'avoir le meilleur joueur du monde en la personne d'Antoine Dupont, qui porte
qui porte cette équipe de France. C'est fantastique. C'est fantastique de voir ce que le rugby a fait. Franchement, bluffé. Et fier d'avoir fait partie de cette histoire de cette équipe de France, tu vois, même si c'est il y a longtemps. Tu vois, c'est la suite. Nous, on est le passé et la suite est belle. Et aujourd'hui, il faut qu'ils gagnent. Aujourd'hui, il va falloir qu'ils gagnent des titres. En fait, c'est le problème de cette équipe de France. Depuis toujours, elle est forte, des fois un peu moins forte. T'as des cycles. Et là, il va falloir qu'ils... Notre génération, ils jouent ensemble depuis 3-4 ans. Ils commencent à avoir une grosse expérience collective. Et là, il faut qu'ils gagnent. Là, il faut qu'ils enchaînent. Il faut qu'ils gagnent des titres. En 2023, tu as été, j'ai lu des articles, tu as été soupçonné de trafic de billets. J'ai vu que tu en avais rigolé sur tes stories, parce que tu avais acheté une centaine de billets pour la Coupe du Monde de rugby en 2023. Pourquoi ils t'ont soupçonné de ça? En fait, si on refait, on va pas passer trop de temps là-dessus. Non. Je trouve ça pitoyable et pathétique. Mais le GIP France 2023, avant qu'on ait l'obtention de l'organisation, m'avait pris moi pour être ambassadeur de. Ma tête fait parler un petit peu et donc j'avais dit, mais bien sûr, avec plaisir, je vous accompagne, je ferai tout ce que vous voulez. Parce que c'est normal que je rende ça au rugby français, vraiment. Mais comment tu comptes payer? Mais vous me payez de quoi? Rien du tout. Moi, si je suis dispo, je ferai peut-être pas tout ce que vous voulez, je serai pas corvéable à merci, mais je peux me déplacer, je peux faire tout, voilà. Et c'est tout à fait normal, vraiment. Ah, tu l'as fait de bon cœur, quoi. Oui, mais c'était normal. Enfin, je voyais pas comment on devait me payer pour faire ça, en fait, pour rendre à mon sport tout ce qu'il m'avait donné. Bref, c'est pas ça le sujet. Et quand t'arrives, donc on gagne la compétition, machin et tout, et vu que j'avais des accès un peu privilégiés pour avoir des places, est-ce que je peux acheter des places? Moi, j'ai du monde invité, machin, donc oui, j'ai réussi à en acheter une centaine de places, mais comme plein de gens, hein, parce que la réglementation, le règlement pour acheter les places a changé, a évolué, et donc on a dit, au début on pensait que je n'avais pas payé, que j'étais favorisé. Oui, j'avais un accès, j'avais le mail du mec qui gérait la billetterie. Mais je les ai payés, j'avais acheté pour, je sais pas, 50 000 € de place. Mais qu'est-ce que vous me cassez les couilles, en fait, tu vois? Non, mais c'est la réalité. Ouais, qu'est-ce que vous me faites chier, en fait, tu vois? J'ai été perquisitionné. Il y a les gendarmes qui sont venus chez moi à 7h du matin. Parce que j'ai acheté des places de rugby. Je savais pas qu'il y avait eu les non, mais c'est fou. Ah, c'est fou. J'allais amener ma petite à l'école. Le matin, j'amène ma petite à l'école. Et ça sonne. Gendarmerie, restez ici, votre ordinateur, votre téléphone, mes trucs, machin. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez acheté 100 places de trucs, il paraît. Oui, mais vous êtes fous, en fait. Vous venez chez moi pour des places que j'ai achetées. Ah, et ce qu'il y a de bien, ça c'est ironique, c'est que donc du coup il y a eu une enquête qui a dû se terminer, mais personne dit que en fait les places vous les avez achetées, vous aviez le droit de les acheter et que vous n'êtes pas coupable, en fait, tu vois, parce que t'es jeté au pilori, ce que tu disais, on détruit. D'un coup, machin, un truc. Mais c'est que quand ils voient que en fait, t'as rien fait, ils le disent pas, en fait. Ah, ils le disent plus après quand ils voient ils le disent plus. C'est plus intéressant. Ben non. Ils vont pas dire qu'ils ont eu tort de t'accuser d'avoir été machin un truc alors que t'avais le droit. Là, t'avais acheté des places pour des potes, quoi. Mais ça me rend fou, en fait. Mais j'allais acheter, en plus pour les offrir, pas pour les revendre, tu vois, parce que tu pourrais faire du recette, du machin. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ah putain, je suis énervé. Non, mais l'injustice. Ouais, en fait, je ne suis pas. Non, mais l'injustice, c'est insupportable, en fait, l'injustice. C'est insupportable. C'est le truc qui m'énerve moi, le plus. Ah, tu m'as tendu, quoi. Alors qu'on était détendu. Ah ouais, là, tu m'as tendu. On va parler pour terminer. De plaisir. Sur avec un truc plus plaisir. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Alors, je sais que là, tu es en train de lancer quelque chose de nouveau. Je continue de m'amuser. Voilà, toujours entrepreneur. Me faire plaisir, ouais. Donc tu développes un deuxième business à côté, c'est les burgers de Joe. Ouais. Joe étant Johannes Richard. La championne du monde, non? Le champion du monde, le premier non-américain. Enfin, le premier non-américain à être champion du monde de burger. Il a été titré en 2023 à Dallas. Et en fait, on s'est rencontrés par hasard. Enfin, toujours la vie, la vie de hasard, les rencontres. En fait, mon associé Tony de Rockfield, qui gère Rockfield, a joué au rugby avec lui dans un petit village d'Avignon. Et en fait, Johannes, en 2022, est parti faire le championnat du monde, mais a fini deuxième. Vu qu'il est un peu énervé, deuxième, ça n'allait pas. C'était pas. Donc, il est retourné en 2023, et en fait, il a appelé Tony. Il lui dit, est-ce qu'avec Rockfield, vous pouvez
m'habiller, moi et ma team, tu vois, il a cet esprit sportif, le sport US, il est rugbyman, machin, tout ça. Donc nous, bon, bien sûr, on t'habille, on te file un polo, un t-shirt et ce que tu veux, pour que tu partes faire le concours. Et en fait, il nous invite du coup au dernier testing. Et là, il fait goûter. Ouais. Ce qui fait canon. Très bon. Ouais. Très très bon. Je suis assez gourmand. Et ça faisait longtemps qu'avec Tony, on voulait monter un business autour de la food. Parce qu'on est gourmand, tu as le plaisir, le partage, enfin, ça ressemble complètement à nos valeurs. Ouais. Et en fait, Johannes, il était un peu tout seul. Il avait son petit resto dans son petit village du Gard, à Saint-Hilaire-d'Ozillan, 900 habitants. Il était en train d'ouvrir un autre restaurant à Nîmes, là où il habite. Et donc, ça fit plutôt. Et on se dit qu'après son retour, peu importe ce qu'il arrive, on va aller se reparler. Et au début d'année 2024, on se reparle. On se fait une visio parce qu'on n'arrivait pas à se voir physiquement. Et on se dit assez basiquement qu'on va monter une franchise de burgers haut de gamme. On se met d'accord, ce midi-là, je vais bouffer chez un pote à moi, j'avais rendez-vous avec un client. Moi, j'ai mes bureaux dans le Vieux-Lyon. Donc le midi, il galère un peu, et le soir, ça marche bien parce qu'il a un super cuisinier, un super chef, et son concept est bien. Et donc, j'avais réservé pour 13h, je suis avec un client, je viens, réserve-moi une table. En fait, j'arrive à midi, on était 2. Enfin, j'arrive à 13h, on était 2, moi et mon client. Un peu déceptif. Donc j'envoie un message à mon pote Juju, je lui dis « Merci Juju d'avoir privatisé le resto, personne ne m'a emmerdé. » Il m'a répondu « T'es connu. » J'ai dit ça, je le savais. Et en fait, je pense à ça, je suis déçu pour lui. Et en fait, je rentre au bureau, je me dis « Mais en fait, je vais proposer à Juju de prendre la franchise le midi. » Ah, il fait des burgers le midi et le soir, il fait autre chose. Le soir, il fait son concept. C'est un double resto. C'est un double resto, double concept. Et en fait, le soir, Tony m'envoie un message, il me dit « Je viens d'avoir une idée de dingue, mais je crois qu'elle est trop dingue. » On est assez créatifs tous les deux, donc il y a beaucoup d'idées de merde qui passent. Il y a beaucoup qui partent à la poubelle, mais je le rappelle. Et il me dit, en fait, ce que tu as proposé à Juju, on peut le proposer à tous les restaurants en France. Alors, tous les restaurants, on peut mettre des guillemets, parce qu'on va les sélectionner selon des critères et des machins. Parce que tous les restaurants ont des problématiques soit de remplissage, soit de notoriété, soit veulent être exclusifs, soit veulent proposer une offre différente de leur carte habituelle de temps en temps, veulent créer des événements. En fait, pour répondre à plein de points différents, le concept des burgers de Joe peut leur servir. Et c'est là qu'on s'est dit, en fait, ouais, on va pas leur proposer de prendre la carte tous les jours, tout le temps. On va créer des journées burgers, le mercredi burger, premier mercredi de chaque mois, dans des restaurants qui sont partenaires. On propose la carte des burgers de Johannes. Et donc, on est en train de de développer notre réseau de compagnons de Joe, qui sont des restaurants existants, qui travaillent du produit frais, qu'on a sélectionné, qui sont des gens qui aiment le produit et les clients. Qualitatif, ouais. Et qui vont proposer tous les premiers mercredis de chaque mois le burger de Joe. Partout en France, on en a 150 là. Je pense qu'on va en avoir quelques milliers rapidement. Déjà ouais, mais l'objectif, c'est quelques milliers. Parce que, en fait, ce concept, il va être fort dans le milieu rural. Toi, tu veux que ça soit dans les villages, pas que de... Je veux pas qu'il soit, mais il sera dans les villes. Mais à Paris, l'offre de restauration, elle est hyper large, elle est pléthorique, t'en as de partout. Dans un village où t'as un ou deux restos, ouais, où rien ne se passe, même si le restaurateur est très bon, et ben le premier mercredi de chaque mois, il proposera la carte des burgers du champion du monde. Fort. C'est canon. Et comment tu sais, alors, comment on peut savoir les lieux où il y a... Il y a une appli. Il y a une appli qui va être mise sur les stores là, dans les jours qui arrivent. Donc tu te géolocalises, tu vois le restaurateur, le resto le plus proche de chez toi, tu regardes les dates des événements, c'est les mercredis, et puis tu réserves, et puis voilà, tu choisis ton menu. L'appli, c'est les burgers de Joe ? Exactement. JO, voilà, juste les burgers de Joe. Et il y a un site internet ou pas, non ? Ouais, pour l'instant, il y a une landing page qui va bientôt être transformée en site, mais aujourd'hui, c'est pour permettre aux restaurateurs de se manifester. D'accord, exactement. D'accord. Bah, si vous êtes restaurateur, du coup, je fais un appel aussi aux restaurateurs. Hein, un seul restaurant par ville. Ah oui. Parce qu'on veut vraiment apporter quelque chose aux restaurateurs. Donc, s'ils signent avec nous, on ne veut pas qu'il y ait tous les restos du village qui est le burger de Joe. Il faut qu'il n'y en ait qu'un, sinon ça ne sert à rien. Ouais, par contre, comme ça, tout le monde peut goûter au meilleur burger du monde. Exactement. Ça crée de la rareté. Non, le modèle est assez canon. Alors, c'est un peu compliqué parce que les restaurateurs sont débordés. Alors, même quand ils te disent oui, on y va, après pour les choper par mail, par téléphone, je passe ma vie à ça. Ah ouais. Donc, ils me rendent fou. Mais c'est pour la bonne cause, c'est les joies de l'entrepreneuriat, ça peut pas être tout est facile.
Je vous mets dans la description, si vous voulez aller voir de la vidéo, le lien du site et le lien pour l'application quand il sortira. Dès qu'il sortira, tu me renverras. Et puis, en fonction de quand vous regarderez la vidéo, il y aura les liens en dessous. Dans la description du podcast audio aussi, sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, pareil, vous aurez les liens. Je vous mettrai tout ça. Je vous mettrai les réseaux. Si sur Instagram, je sais que tu postes pas mal de choses et tout ça. Donc, je mettrai les réseaux de Sébastien si vous voulez le suivre aussi. Merci de faire de Légende premier podcast de France sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. Merci d'être là. À peu près 150 000 à nous rejoindre chaque mois sur la chaîne YouTube en plus. Donc, merci de vous abonner de plus en plus nombreux aussi. Dernière petite question, juste, j'ai noté, donc tu fais du hockey, tu étais épanoui dans le sport, dans l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a un domaine dans lequel tu n'es pas encore allé, que tu aimerais aller? Ce qui m'anime, c'est vraiment de développer des choses qui... pas que pour gagner du fric, toi, l'argent, c'est pas... mourir le plus riche du cimetière, ça m'intéresse pas. Franchement, de l'argent, j'en ai suffisamment. J'en ai pas des tas, mais j'en ai suffisamment. Voilà, la vie est douce, la vie est belle. Mais voilà, c'est surtout des projets où... tu t'amuses, quoi. Ouais, et où tu partages des choses, en fait, tu vois. Tu vois, je te parlais de Rockfield tout à l'heure, qui est aujourd'hui le gros de mon activité. Aujourd'hui, on est plus qu'une marque de vêtements, parce qu'on fait du pâté, on fait de la bière, tu vois, on y revient. On est dans le moment on est dans le partage, en fait. On est une marque de province, on est une marque de bord de stade, et qu'est-ce que tu fais au bord de stade? Tu partages des bons moments, en fait. Tu partages une bière, tu partages une accolade, tu partages le plaisir de regarder ton gamin jouer. Peu importe le sujet, si la finalité, c'est qu'il y ait du plaisir et du partage, on peut faire quelque chose de bien. Est-ce que c'est vrai que tu as refusé un rôle dans un film de Clint Eastwood? Ouais. C'est con, hein. Mais je jouais. C'est vrai? Ben oui. J'étais en Angleterre et je jouais. C'était pour Invictus? Ouais, exactement. Incroyable. Et le film, tu l'as vu après pour regarder? T'as vu le film après? Ouais, j'ai vu le film, ouais. Ah oui, j'aurais été... Et bien en plus. Ouais, c'est pas mal. Il y a Morgan Freeman qui joue dedans. Ouais, ça aurait été rigolo de se voir au milieu de ce bazar. C'est la vie, c'est comme ça. Ça devait pas se faire. C'était Matt Damon aussi, voilà. Je savais qu'il y a des grands comédiens dedans. Exactement. Je vous mettrai le lien si vous voulez voir. On a reçu Morgan Freeman aussi pour les 1 an du média. Si vous voulez aller voir la vidéo aussi, il est incroyable. Cet homme, je ne sais pas si tu l'as déjà rencontré par hasard ou quoi, mais c'est pareil. Qu'est-ce qui t'a rendu le plus fier dans tout ce que tu as fait? Mes filles. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose d'autre. Voilà. Je l'ai vu dans tes yeux quand on parlait tout à l'heure, il n'y avait pas de doute, mais je t'ai quand même posé la question. Non, mais je suis fan. Alors, la grande, c'est différent parce qu'elle est plus grande, mais la petite, elle est en train de trouver sa place. Parce que c'est une gamine qui est hypersensible, qui capte le monde différemment, et ça a été assez compliqué pour elle de grandir. En quel sens tu veux dire? Parce que quand tu es hypersensible et que tu captes beaucoup de choses, c'est difficile. Voilà, quand tu ressens plus d'émotions que les émotions de oui, exactement. Et en fait, depuis qu'elle est petite, on sait qu'elle va être artiste. Et c'est exactement ce qui s'est passé depuis qu'elle est rentrée dans son école d'art. Et là, c'est sa 3e année. Et puis elle grandit, on la voit progresser, on la voit s'épanouir. Je suis fan. On est fan. On est fan absolu. Non. C'est fou. C'est canon. T'as le bac? Bac pro. T'as eu le bac pro? Ouais. T'as jamais mention, s'il vous plaît. Avec mention, Seigneur. C'était hyper cool l'émission. J'étais content de te rencontrer. J'espère que ça vous a plu chez vous aussi. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Et le voyage? Il voulait que je lui offre un voyage là. Alors attends, j'ai pas de copain donc il a appelé. Merci à toi, c'était cool. C'était chouette. Merci d'être venu. Je sais que t'as fait les retours et tout, donc voilà, c'était vraiment bien. J'espère que ça vous a plu chez vous aussi. N'hésitez pas à commenter l'émission, à la liker, ça nous aide beaucoup sur le référencement. Mettez la petite cloche aussi pour être au courant de la prochaine sortie. Tous les mercredis, vendredis et dimanches, je vous mets des interviews, des documentaires aussi sur Légende. N'hésitez pas à vous abonner, pareil sur les plateformes audio, Spotify, Deezer, Apple Podcast. On est les premiers podcasts de France aujourd'hui du tournage. Donc merci beaucoup à vous tous, à toute l'équipe d'avoir préparé l'émission. Je vous embrasse et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur Légende. Ciao tout le monde.